Et on se retrouve dans Punchline avec nos invités pour débattre de deux retraités de la politique qui visiblement parlent beaucoup. L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, il était ce matin à Belfort, et Marion Maréchal qui s'est exprimé une nouvelle fois aujourd'hui depuis son école de Lyon. On en débat ce soir avec beaucoup d'autres choses. Avec Christine Kelly, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir, directeur de la publication d'Atlantico. Alexis Poulain, vous êtes le fondateur de la revue Le Monde Moderne, bonsoir. Et nous accueillons Olivier Royan, bonsoir, directeur de la rédaction de Paris Match, et Caroline Pigozzi, journaliste dans le même hebdomadaire, qui fête ses 70 ans. Vous avez un très beau hors-série qui sort, Le secret des couvertures. On va évidemment l'évoquer tout au fil de cette émission, avec un numéro spécial, évidemment, consacré à Sophie Marceau et tous ceux qui ont fait l'actualité de ces 70 ans. Parce que l'histoire de Paris Match, c'est l'histoire de notre pays et l'histoire du monde, c'est ça, c'est la marche du monde, en fait, que vous retracez. Oui, c'est dans le magazine se positionne au début des années 50 en disant le grand magazine de l'actualité mondiale. C'est vrai qu'il naît en France en 49, dans une France qui est un petit peu chagrine au sortir de la guerre, qui a du mal à retrouver sa force. Et puis il crée ce magazine dans un petit appartement de la rue François 1er. Et il le crée en marge de la presse politique, en marge de la presse idéologique. Et ils vont s'intéresser non pas simplement à l'actualité, mais aux gens qui font l'actualité. Et je pense que c'est ça, la première équipe de match, les pionniers auxquels on est assez fidèle aujourd'hui, c'est des gens qui se sont intéressés à l'aventure humaine et le droit de s'intéresser à tout, ne pas être enfermé dans sa boîte. On va y revenir évidemment au fil des couvertures que vous avez consacrées à certains événements, à certains hommes et femmes politiques, puisque c'est évidemment le cœur de notre émission. On va tout de suite écouter, si vous le voulez bien, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Il était aujourd'hui à Belfort, à la fois pour inaugurer une rue Simone Veil et aussi pour rencontrer les salariés de l'entreprise GE, l'occasion d'un discours musclé sur la montée des haines. Écoutez-le. Alors que le monde semble entraîné dans une spirale de l'intégrisme, de la violence, du mépris de la personne humaine. Quand on voit ce qu'on pense, le combat de Simone n'est pas un combat d'historique, c'est un combat actuel. C'est un combat profondément actuel et profondément moderne. Et quand on voit les réactions de telle ou telle partie, certes minoritaire de la société, on a le cœur au bord des lèvres. On ne plaisante pas avec l'antisémitisme. On ne tolère pas le racisme sur chaque centimètre de la République française. Christine Kelly, l'ancien président de la République, reste toujours très très ferme sur les thèmes qui lui sont chers, l'antisémitisme, la lutte contre le racisme et les discriminations. Oui, c'est assez surprenant de voir que le peu de marge de manœuvre qu'il a, il l'utilise en politique. Mais attention, je ne fais pas de politique. Par contre, je vais inaugurer effectivement la rue Simone Veil sur des thèmes très forts, mais il reste quand même le peu de marge de manœuvre qu'il a, il l'utilise. On a vu aujourd'hui que selon Mediapart, il serait inquiété par le parquet financier. On sait qu'il est renvoyé en correctionnel. Donc, il sait aussi que plus il est en dehors de la politique, plus il est aimé justement des Républicains et des Français qui le supportent. Donc il reste dans son petit carré de ciel bleu, mais il l'utilise à fond. Alexis Poulain, effectivement, il utilise cette parole d'ancien chef de l'État. Oui, il a le droit. Il a eu le pince d'immunité quand on est élu, c'est 5 ans. Et après, d'ailleurs, il y a une cour spéciale. Il l'a dit, il n'a pas répondu au juge sur la convocation en disant je répondrai devant une juridiction compétente. Mais la politique, c'est une drogue dure, on ne s'arrête jamais. Alors évidemment, il ne va pas forcément revenir, mais c'est important d'être là, d'être dans le débat. Au cœur de la crise des Gilets jaunes, il était l'homme qui murmurait à l'oreille d'Emmanuel Macron pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Il est toujours là. Les gens l'attendent à droite comme le sauveur. Bon, ça me semble compliqué pour lui parce qu'il y a encore beaucoup d'affaires, notamment sur le Calibien et autres, qui ne sont pas réglées. Et je ne sais pas s'il a l'envie de revenir dans l'arène de manière classique d'un candidat, même s'il est un candidat idéal. C'est-à-dire que Sarkozy, c'est le candidat parfait. On a vu sa carrière et comment il peut le faire. Et c'est aussi, oui, ça aurait pu être un ticket pour rassembler la droite dans un moment difficile. On en parlera après, j'imagine. Alors oui, pour l'instant, en tout cas, il exclut ce retour, Jean-Sébastien Ferjou. Il dit « Ce n'est plus ma vie, je les aime beaucoup en parlant des Républicains, mais ce n'est plus mon quotidien ». Le retour en politique active, il est exclu pour vous ? Non. On n'est jamais fini en politique ? Quand on regarde Gerhard Schröder, quand on regarde Tony Blair, par exemple, j'ai pas l'impression qu'ils aient inauguré des rues dans X ou X petites villes du Royaume-Uni ou d'Espagne. J'ai pas l'impression non plus qu'ils rencontrent les intersyndicales d'entreprises en difficulté. Donc je suis assez d'accord avec ce que disait Christine Kelly à l'instant. Il exploite
son carré à lui, parce qu'il ne veut pas apparaître comme étant intéressé par la politique. Et je pense que Nicolas Sarkozy est partagé, à vrai dire, sur le sujet, qu'il est évidemment suffisamment lucide pour se rendre compte que ce serait difficile de prétendre à un retour, qu'il a peut-être plus de coups à prendre que de gains politiques potentiels, toutes choses étant égales par ailleurs. Maintenant, lui, comme François Hollande, je crois quand même, en quelque part derrière l'esprit, l'idée de se dire que la droite s'étant effondrée pour l'un ou la gauche, enfin de gouvernement, s'étant effondré pour l'autre, il y a peut-être une deuxième condition qui pourrait intervenir un jour, c'est une fin en crash d'Emmanuel Macron. Donc on a pu imaginer que ce scénario-là devenait moins invraisemblable pendant l'hiver. Les choses se sont stabilisées maintenant, mais enfin je pense, et Nicolas Sarkozy il y a peu de temps disait qu'un tigre ne devient jamais végétarien, je pense qu'on ne renonce jamais, qu'il ne fait certainement pas partie des gens qui renoncent à s'intéresser à la politique et au destin des Français. Phrase, Caroline Pigozzi, un tigre ne devient jamais végétarien. Je suis pas d'accord, parce que moi j'ai vu un tigre en Inde auquel on fait manger du porridge. Bon. Ils sont non violents. Mais pour revenir à Nicolas Sarkozy, il faut toujours occuper le terrain d'une façon ou d'une autre, avec charme, comme ça, en ayant des portes de sortie, mais néanmoins toujours être là, ne pas se couper des Français. C'est essentiel. Toujours être raccroché à quelque chose. Olivier Royan, il est une des personnalités politiques préférées des Français aujourd'hui. Oui, il est en hausse de plus 6% dans le sondage, alors que tout le monde tombe cette semaine. Il y a une sorte d'effet après européenne. Nicolas Sarkozy est en hausse, donc évidemment, les arrière-pensées d'un président sont toujours les mêmes. Je suis étonné, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Sébastien. Quand vous regardez l'emploi du temps de Obama ou de George W. Bush et celui de Sarkozy ou de Hollande, le lundi, Hollande est en réunion avec le secrétaire général des Nations Unies. Le mardi, il inaugure quelque chose. Le jeudi, il est en réunion. Ces chefs d'État français à la retraite ne sont pas vraiment à la retraite. Ils continuent à exercer une influence quelconque en retraite parce que leurs partis sont en crise et que quelque part, il reste un recours moral ou un recours, je vais dire, physique presque. Combien de couvertures dédiées à Nicolas Sarkozy pour Paris Match? Vous le savez, vous avez compté ou pas? Le jeu des couvertures, je ne peux pas vous garantir va pas faire plus ou moins 3%, mais je ne sais pas, une dizaine, une quinzaine. Dès lors que l'homme devient président de la République, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de couvertures. Nicolas Sarkozy je pense que ça commence avec l'affaire de la maternelle de Neuilly, avec l'entrée de ce jeune personnage dans la politique française, et puis après sa campagne électorale, et puis l'accession au pouvoir. Il y avait eu celle avec François Hollande en 2005. Et ça avec François Hollande. Qui avait marqué l'histoire du référendum. Carla Bruni. On avait réuni Carla Bruni. Alors d'abord le référendum, si vous voulez bien, le référendum. On avait réuni les deux leaders les deux nouveaux chefs de parti, François Hollande et Sarkozy. On s'attendait un petit peu à qu'il y ait un choc entre les deux, pas du tout. Ils ont fait la photo ensemble, ils étaient très heureux de se retrouver. Et ce qui était, si je me souviens avoir été témoin de cette séance photo, c'est d'entendre Sarkozy et Hollande dire à l'autre: je te laisse sous ces gars qui sont en train de te poignarder dans le dos. L'ennemi, c'était pas l'opposition, l'ennemi, c'était à l'intérieur de leur propre parti. Incroyable. On va écouter encore Nicolas Sarkozy, toujours à Belfort. Là, il évoque l'amitié franco-allemande. On sait qu'il est très proche d'Angela Merkel. On va écouter ce qu'il dit du couple franco-allemand. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais transiger avec l'amitié franco-allemande. Rien n'est possible sans elle. Parce qu'elle n'est pas naturelle. Ni d'un côté de la frontière, ni de l'autre. Bien sûr, on peut avoir des divergences avec nos amis italiens. C'est pas grave. Parce qu'au fond, on est tellement proches. Personne ne va se battre pour l'amitié franco-italienne qui coule de source. Mais l'amitié franco-allemande, elle est peut-être l'héritage le plus précieux que la génération de la Seconde Guerre mondiale nous a légué. C'est intéressant, Alexis Poulain. Ça n'est pas naturel. L'amitié franco-allemande n'est pas naturelle. Ça pèse lourd quand même. Oui, ça pèse lourd, mais c'est assez vrai. C'est une construction diplomatique, historique, qui a été entamée il y a longtemps et par les fondateurs de l'Europe qui avaient ça en tête, puis de Gaulle, puis on se rappelle de Mitterrand et Kohl, et tout ça a continué. Je pense que c'est aussi un avertissement à Emmanuel Macron, parce qu'on entend dans les cercles diplomatiques que Merkel est très fâchée parce que Macron ne veut rien lâcher sur les nominations notamment du prochain président de la Commission européenne qui remplacera Jean-Claude Juncker. Et apparemment, ça commence à agacer à Berlin en disant mais l'amitié franco-allemande, c'est quand même quand les Français sont d'accord avec nous, on est d'accord. Alors à partir du moment où on n'est plus d'accord avec les Allemands, l'amitié commence à avoir un peu d'eau dans le gaz. C'est, je pense, un avertissement. Je pense que
Olivier Royan. Du côté des Français, il va y avoir cette idée en disant peut-être que 8 postes de directeur à la Commission européenne, c'est beaucoup. 8 postes allemands ou autrichiens, peut-être qu'on peut un peu rééquilibrer. Ce que j'ai noté, c'est que j'ai couvert la visite d'Emmanuel Macron à Portsmouth lors des cérémonies, du débarquement. C'était il y a la semaine dernière. Et je l'ai vu faire une remarque tout de suite. Merkel était toute seule. C'est jamais une situation facile pour elle, les commémorations, parce qu'elle est au milieu des alliés. Il y a le grand déploiement, l'amitié des alliés. Et j'ai vu Emmanuel Macron immédiatement sauter sur l'occasion pour pouvoir dire un mot gentil sur Angela Merkel, la conforter dans cette situation. Il est certain que une des questions qui se pose à Macron aujourd'hui, c'est comment, une fois que j'ai un petit peu assis mon socle européen, comment vais-je faire pour peser sur l'Europe? Une des façons de peser en Europe, c'est évidemment d'avoir un certain nombre de postes ou d'être un petit peu influent dans ce groupe central maintenant au Parlement européen. Jean-Sébastien Ferjou, Emmanuel Macron a d'ailleurs dit dans une interview à nos confrères suisses de Darius Rochebin qu'il soutenait Angela Merkel pour qu'elle soit à la présidence de la Commission. Alors, vous ne le saviez pas? Si, bien sûr, j'ai entendu, mais je pense que ce que visait Nicolas Sarkozy, c'était peut-être plus la manière d'exprimer les choses qu'en soi le fait de vouloir des rapports de force avec les Allemands. Nicolas Sarkozy le premier, et peut-être celui d'entre tous qui l'a plus fait, notamment en 2008 au moment de la crise financière, qui a brusqué Angela Merkel pour la forcer à accepter de mettre en place le plan de sauvetage des banques européennes. Donc je ne pense pas qu'il vise forcément le fait de s'inscrire dans un rapport de force avec l'Allemagne. Il vise probablement malgré tout la manière dont c'est dit, et on a vu l'atterrissage compliqué de Nathalie Loiseau à Bruxelles, et notamment les propos qu'elle avait tenus, elle, sur Manfred Weber, le candidat... L'ectoplasme, c'est ça? Exactement, le candidat pour le coup, poussé par l'Allemagne maintenant. Alors après, c'est là où on voit aussi que malgré tout, Nicolas Sarkozy fait de la politique. Il le fait assez habilement, puisqu'il se place à la fois au-dessus. Il est le président, celui qui a l'expérience, il connaît Angela Merkel, il s'inscrit dans l'histoire, et dans le même temps, il y a un petit coup de patte, un petit tacle qui est beaucoup plus, lui, ancré dans le quotidien. Donc, c'est assez habile. Christine Kelly. Oui, je trouve que le moment aussi est intéressant, parce qu'il aurait parlé juste avant les européennes, il n'aurait pas pu dire ça. Il aurait parlé, à un autre moment, il n'aurait pas pu, et là, c'est pile le bon moment où il ne sera pas critiqué trop sévèrement pour pouvoir porter un jugement justement sur ce regard franco-allemand. Est-ce que effectivement le président Macron cristallise autant que le président Sarkozy, vous qui avez vu Olivier Royan passer un certain nombre de présidents de la République à Paris Match? Déjà, il y a une fascination pour le président de la République en général, même les anciens présidents. Quand on voit les queues qu'il y avait pour les signatures de Hollande, ou dès qu'un président bouge quelque part, ou dès qu'il visite les Français, oui, il y a une fascination. On est un pays... C'était Macron qui disait l'autre jour, le président de la République ne peut pas être normal. Non, c'est sûr qu'il y a une relation au président de la République qui est tout à fait étonnante, qui est une relation presque vis-à-vis d'un roi, presque, ou vis-à-vis d'un souverain. Et je pense que c'est pas tellement différent. Nous, on a vu cette relation, de la façon dont on a traité le président de la République dans Match depuis toutes ces années, est à peu près équivalent. Il y a une sorte de légitimisme vis-à-vis du président de la République qui n'est pas un personnage du tout normal. Caroline Picozzi, on va parler du pape dans un instant, puisqu'il vous a accordé un entretien exclusif pour ce numéro spécial. Néanmoins, est-ce qu'on peut faire un parallèle souverain, disait Olivier Royan, avec nos présidents de la République? Il y a cette forme, encore une fois, de... Entre le pape et le président? Oui, une forme de... Oui, il y a une souveraineté. C'est-à-dire que d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que ce pape-là, il n'a pas de cour, du tout. Parce qu'il engueule les gens toute la journée, notamment les cardinaux et les gens qui dépendent de lui. Mais c'est sûr qu'il y a une souveraineté, que néanmoins... il est le maître, il est le maître chez lui, il fait ce qu'il veut, et il y a un rapport de force, finalement. Donc oui, bien sûr. Avec l'inertie de la machine administrative, Alexis Poulain. Il y a quelque chose aussi d'assez drôle en France, c'est que quand on est président, on est mal aimé, voire haï. Une fois qu'on ne l'est plus, c'est la nostalgie. Ah, qu'est-ce que c'était bien, rappelez-vous Chirac, rappelez-vous Nicolas Sarkozy, quand même. C'est vraiment français, pour le coup. Il n'y a aucun pays où c'est à ce point-là une schizophrénie totale du peuple français et de son président. Jean-Sébastien Ferjou. Je pense qu'il y a incontestablement la dimension du monarque. La France, et Emmanuel Macron le premier, avait dit qu'il manquait, les Français étaient dans la nostalgie peut-être d'un monarque, mais je crois qu'il y a aussi autre chose. C'est-à-dire que les gens, ils vont dans les librairies ou dans les centres commerciaux pour voir François Hollande ou pour demander des selfies à Nicolas Sarkozy, mais ils le font aussi avec Nabila. Et ce que je veux dire par là... Non, mais c'est pas péjoratif. Ce que je veux dire par là, c'est que la culture de la célébrité qui s'est implantée dans la vie contemporaine, elle est aussi très forte. Et peut-être qu'un certain nombre de ces hommes politiques-là, parfois, ont pu confondre des succès de librairie ou des succès de selfie avec un potentiel politique. Parce que, de la même manière, ce que vous disiez sur le fait que Nicolas Sarkozy remonte dans les sondages, en popularité, mais enfin, si la popularité suffisait, Simone Veil, pour le coup, aurait été présidente de la République, ou la
Despierres ou Omar Sy. Oui, c'est ça. Mais Nicolas la Hulot. popularité est rarement un indicateur d'avenir politique. Ce qui est étonnant de notre côté, c'est que nous ne retirions pas Nicolas Sarkozy et François Hollande de notre sondage. De votre Alors que, sondage, voilà. en fait, c'est la grande ambiguïté de la Constitution française et de la République française, c'est que elle aurait pu dire qu'un président qui, une fois qu'il a quitté ses fonctions, son mandat s'est terminé comme à la manière de... Mais regardez Benoît XVI, il y a un certain nombre de gens qui continuent à se tourner vers lui. Oui, la différence, c'est qu'il ne donne pas d'autographe. Hein, Les papes, assez ni peu, pendant, sauf à ni Paris après. Match. Exactement. Et quand on ne va pas voir Benoît XVI, c'est très compliqué d'aller le voir. Est-ce qu'ils vendent les politiques en couverture de Paris Match, Olivier Royan, moins que les stars? On parlait de Nabila, Non, mais encore vous une savez, fois, ou les stars du en showbiz. termes de vente, il y a un rédacteur en chef de Time dans les années 70 qui a dit une chose, qui a énoncé la règle des couvertures. Le cinéma, c'est mieux que la musique c'est mieux que le sport, et tout est mieux que la politique. Alors évidemment, quand il y a une élection présidentielle, il y a un événement, il y a quelque chose qui se passe. Oui, on a là l'image du couple Macron. C'est sûr que premier jour à les élections l'Élysée. présidentielles sont des rendez-vous à ne pas rater. Nous, c'est en général un dimanche soir, c'est toujours une véritable cavalcade, mais ça, il faut pas le rater. Le reste du temps, la politique, c'est pas forcément sauf l'affaire DSK, sauf le moment où la politique prend parfois des biais inattendus. Oui, mais c'est de ça. façon générale, on reste sur la règle du rédacteur en chef de Time. Ou JFK. Mais est-ce qu'il y a toujours des stars, parce que peut-être l'enjeu par rapport à la règle en question, c'est-à-dire on peut dire le cinéma, la musique, etc., mais j'ai l'impression qu'on vit dans une société où les stars sont un peu en silo, c'est-à-dire qu'il y a des stars chez certaines catégories de la population, chez les jeunes notamment, il y a des stars du rap qui sont numéro 1 des ventes, dont personne de plus de 40 ans n'a jamais entendu parler, là où peut-être avant il y avait plus de stars très grand public. En ce qui concerne il y a encore des nouveaux Alain Delon. Oui, mais en ce qui concerne la politique, la question c'est sont-ils des personnalités clivantes ou pas? Sur le match, est toujours à la recherche de fédérer des audiences. On va chercher le plus grand nombre de gens. On est un média qui est un peu l'album des Français, qui est vendu dans toute la France, dans les petites villes, les villes moyennes. Et finalement, le problème pour nous, c'est de mettre en couverture une personne clivante, sauf s'il y a une histoire extraordinaire. Mais de toute façon, la politique reste clivante. Le personnage reste clivant, contrairement à Alain Delon, contrairement à une autre star. La politique reste quelque chose qui divise les Français. Alors, le couple Obama doit arriver là dans les tout prochains jours pour venir en vacances en France. Il a évidemment fait à plusieurs reprises la couverture de Paris Match. Il y a une différence, encore une fois, de traitement avec ces personnalités anglo-saxonnes et le personnel politique français ou pas? Oui, parce que je pense que d'abord c'est un système extrêmement ouvert. Obama, on l'a vu avec le nombre de photos qui ont paru. Je pense que les matchs a été très marqué par les années Kennedy. C'est-à-dire tout d'un coup, au début des années 60, on voit cette famille extraordinairement photogénique, Jackie, John Kennedy à la Maison Blanche. Ils ouvrent tout. En France, on reste dans le noir et blanc avec le président Coty ou De Gaulle qui a fait une malheureuse rendez-vous à la boisserie dans les années 50. Donc on est marqué par Kennedy et je pense qu'à match, depuis 30, 40, 50 ans, on veut toujours ramener l'homme politique vers une image de Kennedy, un imaginaire Kennedy, c'est-à-dire quelqu'un qui fait beaucoup de photos. Les Obama, ça a été le cas idéal, c'est-à-dire Obama a totalement scénarisé sa vie avec des très bons photographes à la Maison Blanche. Il a ouvert sa vie et il continuera peut-être à le faire dans les années à venir. On l'a vu il y a quelques semaines, Obama posé en famille avec ses deux filles, avec sa femme. Donc de toute façon, il y a plus d'images avec les hommes politiques internationaux, mais c'est quand même pas vous parliez de vente tout à l'heure, c'est pas les ventes miraculeuses que d'aller sur les hommes politiques internationaux. Christine Kelly, encore une J'avais fois. envie de poser une question. Est-ce qu'il n'y avait pas eu un regain, justement, quand on parlait de Nicolas Sarkozy, de vente avec Nicolas Sarkozy et avec les membres de son gouvernement? Je me rappelle même, il y avait une couverture avec Brice Hortefeux. On s'est dit, mais Brice Hortefeux, et il avait fait de bonnes ventes. Non, mais pardon, mais c'est vrai. Rachida Dati. Moi, je me souviens pas de Brice Hortefeux, je me souviens de Rachida Dati. C'est vrai mais d'une certaine manière, l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, c'est l'arrivée d'une nouvelle génération. Une sorte de pipolisation de la politique. La pipolisation de la politique, je vais vous dire une chose. En 1949, au numéro 4 de Paris Match, vous avez le président du conseil, le docteur Henri Queuille. Il y a un sujet de 8 pages sur lui. On est dans sa chambre à coucher. On mange avec lui à table avec ses enfants et ses petits-enfants. Donc, en ce qui nous concerne, la pipolisation de la politique, ça date de avril 49. Et on n'a jamais cessé. Donc, la question, c'est qu'avec Sarkozy, je pense qu'il y a une nouvelle génération de personnalités qui arrivent au pouvoir. Le gouvernement, avec des personnalités fortes. La couverture de Rachida Dati, elle a marqué parce que c'est vrai que c'était quelqu'un on n'avait pas l'habitude. C'était pas l'image traditionnelle du ministre de la Justice. Est-ce qu'il y a encore des stars aujourd'hui? Alors, allez-y, Caroline Pigozzi, pardon, je vous ai interrompu. Non, je disais qu'en plus, elle est très jolie, Rachida Dati, donc c'était en plus une très jolie ministre, c'était très gracieux. Est-ce qu'il y a des stars dans le gouvernement aujourd'hui d'Emmanuel Macron ou il y en a moins?
Il y en a moins. Je pense qu'il y a. On aimerait qu'il y en ait plus. On aimerait qu'il y en ait plus. Ils ont du mal. Ils sont restés dans le bas du tableau. Vous savez, nous, on a cet outil qu'on utilise depuis une trentaine d'années, baromètre. le baromètre Paris-Match. Eh bien, les ministres sont rentrés par le bas. Ils ont un mal fou à grimper. Et la génération précédente, l'ancien monde, s'accroche énormément dans les premières pages du classement. Mais le grand paradoxe, c'est que malgré tout, il pourrait utiliser finalement la stratégie de leur mettre à tous Emmanuel Macron, puisque lui, peut-être contrairement à d'autres qui avaient grandi dans la politique, a construit son image ou sa notoriété, en tout cas grâce à Paris Match. Ce sont aussi beaucoup les couvertures de Paris Match avec Brigitte Macron qui ont fait du ministre qui était à l'époque pas forcément très connu du grand public, même s'il était évidemment très connu dans le cercle de ceux qui s'intéressent à la politique, parce que c'est aussi ça qui fait un président, c'est la notoriété, et il faut très longtemps, on le voit. Vous parliez des sondages que vous faites, quand on en parle avec les gens de l'IFOP notamment qui les font, ils le disent, il faut très très longtemps un ministre avant d'arriver à dépasser les 15-20% de notoriété. Donc une couverture de Paris Match, parce que vous avez la chance d'avoir une vie privée qui s'y prête, que ce soit d'ailleurs Nicolas Sarkozy ou Emmanuel Macron. Bon, pour François Hollande, c'est dans des circonstances moins favorables. Ça peut aider aussi en politique. Caroline Pigozzi. C'était une histoire assez romanesque, donc il y a une histoire derrière. C'est pas juste un jeune homme qui voulait faire, quelqu'un de 35 ans qui veut faire de la politique. C'est formidable, une histoire, c'est romanesque. Enfin, tous les ingrédients s'y prêtaient. C'est du caviar pour Paris Match. C'est à double tranchant parce que vous aviez la couverture aussi avec Cécilia Sarkozy et Richard Attias qui avait provoqué d'ailleurs une guerre avec Nicolas Sarkozy. Alors en ce qui concerne cette couverture, c'est que 10 ans après, ils s'étaient fait pour se rencontrer puisqu'ils sont mariés, mariés et que du coup sur le côté, Nicolas Sarkozy est marié avec Carla et que tout va bien. Rappelez-vous. Mais je pense qu'il y a, en ce qui concerne, à chaque fois qu'on parle de match, il y a une différence entre la notoriété et l'histoire qui vient sur la notoriété. Je pense que la notoriété toute seule, elle fait pas grand-chose. C'est le lien. Il y a un certain nombre de personnalités, de stars qui, au long de toutes ces années, sont parvenus à créer un lien avec les Français. Et c'est un lien d'une certaine manière qui est un peu désintéressé. C'est-à-dire que à une époque où tout est mis en scène, où tout est promotion, il y a des gens qui arrivent et qui parlent avec le cœur. Et quand on fait des tables rondes avec les lecteurs aujourd'hui, la chose qui remonte le plus, c'est l'authenticité. Donnez-nous quelque chose qui soit vrai. On a besoin de vrai dans une époque où tout est un petit peu bidon. Et certains hommes politiques arrivent à passer cette étape et à faire paraître leurs apparitions en public ou leur dialogue avec les Français comme quelque chose de vrai. Je pense que c'est vrai de Sarkozy et ça a été vrai de Macron. On se fait une toute petite pause dans Punchline. On écoutera ensuite Marion Maréchal qui s'est exprimée une nouvelle fois depuis Lyon pour son grand projet d'union des droites. À tout de suite. Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs pour évoquer Marion Maréchal. Est-elle l'avenir de la droite? La plus jeune retraitée politique de France est à nouveau exprimée aujourd'hui lors d'une conférence de presse pour les 1 an de son école de formation politique à Lyon. Écoutez ce qu'elle dit, c'est assez intéressant à propos de l'état de la droite. La débâcle subie par les Républicains est une occasion finalement d'accélérer la recomposition et la clarification de la vie politique française. Et donc de sortir de cette ambivalence qui a conduit LR à ce désastre finalement, entre d'un côté des élus qui pour une grande partie d'entre eux sont plutôt placés au centre et centro-compatibles ou Macron-compatibles, et une base électorale et un certain nombre peut-être d'élus locaux, je le souhaite, je l'espère, qui sont plutôt proches du Rassemblement national et qui seraient prêts à faire des alliances sans fusionner, sans s'unir de manière à disparaître, mais en tout cas des alliances ponctuelles sur certaines personnes, pourquoi pas demain dans le cadre d'une coalition gouvernementale. Christine Kelly, c'est une femme politique, ça ne fait pas de doute. Complètement, mais elle fait pire que Nicolas Sarkozy, je veux dire, elle n'est pas du tout dans le parti, elle a dit qu'elle prend sa retraite, elle n'arrête pas de parler, et pardon, mais de parler contre Marine Le Pen, c'est quand même assez surprenant. Marine Le Pen, elle est contre l'union des droites, elle n'arrête pas d'enfoncer le clou, je suis pour l'union des droites, je suis en train de draguer LR, est en train de semer, s'il en fallait, si on en avait besoin, semer la division au sein de LR, alors que LR est peut-être en train d'agoniser, peut-être, mais ça reste une force sénatoriale, ça reste une force municipale, il y a quand même des orphelins, il y a des gens qui bougent encore chez LR et qui ne veulent pas forcément aller au Rassemblement national. Alexis Poulain, ce n'est pas une retraitée de la politique. C'est tout sauf une retraitée de la politique. Depuis qu'elle a officiellement arrêté, elle a fait un tour du monde, elle est allée voir l'alt-right aux États-Unis, elle passe son temps à donner des interviews, on a des cartes postales très complaisantes dans les médias aussi, où elle est là pour donner son avis à peu près sur tout, expliquer qu'elle est là, coucou. Elle a aussi un organe de presse, l'Incorrect, qui permet aussi de pousser les idées qu'il y a derrière. Donc elle construit une base, à la fois intellectuelle, mais aussi de militants. Cette école-là, c'est pour former des militants. Et derrière, il y a un plan. Et le plan, c'est peut-être pas 2022, elle est encore jeune, mais
clairement, c'est pas autre chose que la présidence de la République. Donc on a là quelqu'un d'extrêmement ambitieux qui vient d'une dynastie familiale, ça fait une belle histoire, on peut la vendre, et qui a une stratégie claire, avouée. Maintenant, on peut se poser des questions sur le financement de tout ça. Caroline Pigozzi, il y a une histoire là pour le coup. Oui, mais les femmes politiques, c'est comme les hommes politiques, c'est des kangourous, ça rebondit toujours. C'est ça l'idée, c'est que... Non mais c'est vrai, vous êtes dans un parc en Australie, vous voyez les kangourous, ça rebondit toujours, quelle que soit la taille. Le petit marsupio, le marsupio moyen, le grand. Les hommes politiques, c'est pareil, et les femmes politiques encore plus parce qu'elles doivent se défendre. Alors elles font un peu diversion et puis elles rebondissent. Jean-Sébastien Ferjou, la débâcle, c'est une opportunité, la débâcle de la droite, bien sûr, une opportunité pour elle. Mais bien sûr, et d'ailleurs elle s'en saisit. Je pense que le calendrier initial de Marion Maréchal n'était pas celui-là. Marion Maréchal, elle s'était mise en retrait. Je ne sais pas si elle avait employé le mot retraite en tant que telle, mais mise en retrait parce qu'elle ne voulait pas entrer en conflit avec sa tante Marine Le Pen. Elle ne voulait pas avoir à se retrouver dans la même situation que Marine Le Pen elle-même vis-à-vis de son père. Elle avait compris que de toute façon, peut-être pas uniquement parce qu'elle avait des réticences à se livrer à un conflit violent, mais parce qu'elle avait compris que de toute façon, elle pouvait aussi, elle, en pâtir et que c'était lourd à porter ensuite. Maintenant, Marion Maréchal, elle est exactement sur la ligne de fracture des droites et c'est l'espace qu'elle essaye d'occuper à l'heure actuelle. Elle a vu aussi un Jordan Bardella qui est apparu et qui est une espèce de missile anti-Marion Maréchal parce que la personnalité jeune, montante, qui s'est révélée extrêmement douée en communication pendant la campagne des européennes, c'était Jordan Bardella. Donc Marion Maréchal, elle est dans une vraie opération politique, effectivement, sur un espace politique qui a, d'une certaine manière, il y a une forme d'héritage avec le fillonisme, sauf qu'elle porte le nom qu'elle porte et qu'elle vient de là où elle vient. Donc elle voudrait adjoindre finalement une petite aile. Elle se dit, mais finalement, en toute logique, ça devrait plutôt se faire dans l'autre sens. Elle allant vers une partie des Républicains incarnant une ligne finalement libérale conservatrice. Comme ils ne sont plus au rendez-vous, elle essaye de le faire elle parce que c'est autant de territoires à marquer. Maintenant, il me semble qu'elle est écartelée à l'heure actuelle entre deux tendances. Ceux qui essayent justement de l'amener vers ce côté libéral conservateur, le Rassemblement national n'étant pas vraiment libéral ou pas franchement libéral et les Républicains n'étant pas fondamentalement conservateurs. Donc, écartelé d'un côté entre ça et le projet exprimé par Patrick Buisson cette semaine en disant il faut une alliance des anti-libéraux pour le coup, et c'est une vraie tradition de droite, alors d'une droite qui a été un peu déconsidérée ou même totalement déconsidérée par l'histoire, une droite assez maurassienne en quelque sorte, alors même s'ils essayent de le réhabiller aux couleurs d'une union souverainiste, un peu comme s'il s'agissait de réunir Jean-Pierre Chevènement et Philippe Séguin. Il me semble que ça va très au-delà de ça chez Patrick Buisson, c'est plus la détestation des libertés. Elle est un peu écartelée à un moment, il faudra qu'elle tranche parce qu'en l'état, elle est au milieu, elle essaye de faire vivre un peu tout ça. Il faudra quand même qu'elle choisisse, c'est pas du tout compatible. Elle fait du en même temps encore. Olivier Royan, c'est une star de la politique, Marion Maréchal. Pas encore, mais ça va le devenir. Je pense qu'elle a un potentiel très important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien. Et là, c'était cette chant des sirènes, d'une charmante sirène en direction des Républicains. Et je pense qu'elle jouera un rôle bien évidemment dans l'avenir du mouvement. En écoutant Macron la semaine dernière, ce qui était assez étonnant, c'est de vraiment d'avoir cette idée, selon lui, qu'il y a donc ce pôle centriste face à ce pôle souverainiste nationaliste, et qu'il va y avoir un troisième pôle qui va surgir, qui est le pôle écologiste. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui, mais à l'échelle de l'Europe, cette nouvelle cartographie politique française risque aussi d'être le reflet de l'Europe. Et je pense que l'un des points d'interrogation qui sera très important d'observer dans les années à venir, c'est aussi le positionnement des écologistes. Est-ce que les jeunes vont aller vers les écologistes et ne vont pas du tout choisir entre le centre et l'extrême droite? Alexis Poulain, effectivement, avec des droites et des gauches qui sont moribondes dans tous les pays. C'est tout le problème en fait de la stratégie du centre. En fait, ça devient une centrifugeuse et ça pousse tous les partis aux extrêmes. Avec cette idée d'avoir un parti hégémonique, des déclarations où on n'en est pas loin de frôler le parti unique. C'est dangereux pour la démocratie, ça ne tient pas, puisqu'à un moment, un grand parti est obligé de faire la synthèse, d'avoir plusieurs courants qui vont se réveiller. C'est pas le cas d'En Marche, parce que c'était encore un mouvement jeune, mais ça va arriver et ça ne peut pas tenir. La question, c'est comment on organise le débat national autrement, comment les grands partis historiques peuvent se reconstruire, mais où sont les idées? Parce qu'au-delà, alors si on veut plus qu'il y ait ni droite ni gauche, je veux bien, mais il reste quand même un débat d'idées important autour de la fracture croissance, écologie, modèle. Est-ce qu'on garde ce modèle? Est-ce qu'on le change? Est-ce qu'on est libéral ou est-ce qu'on ne l'est pas? Est-ce qu'on ferme les frontières, on est xénophobe ou est-ce qu'on ne l'est pas? Il y a des luttes d'idées qui sont les mêmes et qui sont des idées de gauche et des idées de droite, malheureusement, ou heureusement plutôt. Jean-Sébastien Ferjou, et cela dit, pour rebondir sur ce que vous disiez, il n'y a pas tant de pays que ça finalement où la gauche et la droite ont autant disparu que, en tout cas dans leur forme de parti de gouvernement, que ce qu'on connaît en France.
France. Alors c'est le cas à l'heure actuelle au Royaume-Uni, parce que les conservateurs et les travaillistes se sont un peu déconsidérés dans leur manière d'être incapables d'aboutir à un accord ou un non-accord, enfin en tout cas prendre une décision claire sur le Brexit. Mais quand vous regardez les résultats des élections, il y a peu de temps encore au Danemark ou aux Pays-Bas, il y a des gauches, et il y a des gauches aussi dans le sud de l'Europe, alors dans des versions extrêmement différentes, parce que dans le sud de l'Europe, en Espagne ou au Portugal, c'est plutôt des versions très ancrées à gauche. Les travaillistes aux Pays-Bas ou les sociaux-démocrates au Danemark, c'est à l'inverse des gauches qui vont très très loin. À côté, certains discours des républicains chez nous paraîtraient presque un peu mou du genou en matière d'insécurité, d'immigration ou de déficit budgétaire. Donc il y a des pays où la droite et l'Allemagne, regardez finalement la CDU et la CSU, même si elles ont perdu des positions, oui, la gauche s'est effondrée en Allemagne, beaucoup moins la droite. Donc la réalité, elle est contrastée. Surtout, ce que ça montre, c'est que ceux qui ont gardé les mêmes logiciels que ceux qu'ils avaient, enfin que les logiciels d'il y a 30 ans, oui, ceux-là, ils ont tous été balayés. Ceux qui essaient de se renouveler par rapport à ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ceux-là arrivent parfois à s'en sortir. Et ce monde ancien, Olivier Royan, il perdure, c'est ce qu'on disait, on voit dans vos baromètres politiques, il est toujours là, il faut arriver à matcher, sans jeu de mots, avec la jeune génération. Oui, il est toujours là, et puis c'est vrai que les nouvelles personnalités, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure, c'est pas facile d'émerger en politique en France. On vous dit que c'est une carrière de 30 ans, il vous faut 30 ans avant de pouvoir briguer la présidence de la République, même si ils croient tous l'inverse. Maintenant, ils croient tous l'inverse. Et ça, donc on va peut-être voir des nouveaux personnages émerger, mais c'est vrai que les partis politiques ne créent pas beaucoup de nouvelles stars. Le problème aussi, c'est qu'on a affaire après à des politiques, notamment les nouveaux arrivés, qui ne pensent qu'à ça. Oui. Quand on posait la question à Nicolas Sarkozy, je ne pense pas qu'à ça. Là, on a vraiment des gens qui ne pensent qu'à ça. Il pensait quand même le matin en se rasant. Bien sûr, mais là, c'est assumé. C'est-à-dire que Yannick Jadot, il fait un score aux européennes, et tout de suite, c'est la question, et alors 2022 Et toute la stratégie pour les municipales va être autour de ça. Glucksmann, c'est pareil. Marion Maréchal, c'est rien d'autre que la présidentielle. Ça pose un problème. J'ai vu aussi, moi, et ça a commencé un peu avec la présidence Sarkozy, ça a été moins sous Chirac, avec cette idée qu'un président qui met une énorme pression sur ses ministres pour exister médiatiquement. C'est-à-dire ce n'est pas les idées, la qualité du ministre, son action sur le plan local, etc. Non, c'est est-ce que tu existes médiatiquement. Alors là, ça leur a mis une pression énorme et on les voit courir d'un plateau télé à un autre pour « il faut que j'existe ». Et c'est vrai que ce n'est pas forcément le signe d'un homme politique qui a envie de réussir dans son entreprise. On va quitter un instant la politique pour prendre des nouvelles d'Alain Delon, puisque l'icône du cinéma français a été hospitalisé pour des maux de tête. Selon son entourage, il a été admis aujourd'hui à l'hôpital américain de Neuilly pour des vertiges, apparemment sans gravité. On s'en félicite. Il était évidemment l'un des héros de la grande soirée pour les 70 ans de Paris Match. Olivier Royan, il y a des photos absolument magnifiques avec Jean-Paul Belmondo. On va les voir. Oui, moi j'ai reçu un message très gentil d'Alain hier matin, donc il m'a dit que c'était un triomphe, que s'il avait adoré la soirée, que tout était magnifique. Alors je sais pas, j'ai entendu la même chose que vous. Il a été hospitalisé pour des vertiges ou un malaise vagal, m'a-t-on dit. Qu'est-ce qu'il incarne aux yeux des Français, Alain Delon, comme Jean-Paul Belmondo? Ce sont les deux derniers géants de notre cinéma français. C'est 80. Vous parliez de couverture tout à l'heure, c'est 80 couvertures à eux deux entre le samouraï 80 couvertures entre le samouraï et le magnifique. Ça c'est la séance photo qu'on a réalisée il y a une dizaine de jours. C'était très émouvant de les voir se retirer. Ils ont été à la fois, on les a présentés comme des rivaux et ils sont complices. Par exemple, cette couverture, c'est l'idée à Cannes, pour les 50 ans du Festival de Cannes, la direction du festival avait oublié de les inviter. Alors Match a sauté sur l'opportunité pour créer un peu le buzz. On les a fait sauter sur un trampoline et ils ont dit Cannes, on n'en a rien à cirer. Eh bien, c'est assez drôle, c'est très émouvant de les voir. Je vous dis, à la soirée, le soir, quand Delon est apparu avec Belmondo, ça s'est arrêté. Les gens étaient un petit peu figés de les voir ensemble. C'est vrai qu'ils incarnent toute l'histoire. Ils étaient en train de plaisanter sur la date de leur première parution de couverture, c'est 57 ou 56. On a du mal à s'imaginer tout le parcours. Ils sont venus dans Match pour partager des choses. Ils ne sont pas venus dans Match faire de la promo de leur film ou de la promo de ce qu'ils avaient. Ils sont venus parler de leur temps fort de l'existence, les hauts, les bas, les mariages, les divorces, les séparations. Ils sont venus parler de la vie. Et je pense que c'est ça qui crée le lien entre une personnalité et une star. On utilise parfois le mot people, ce qui est un mot que j'ai du mal à utiliser parce que nous, on a toujours considéré qu'on parlait de personnalité dans Match. Mais c'est vrai que la personnalité, c'est quelqu'un qui vient partager avec le public et ces deux-là sont remarquables pour ça. On a ces images d'Alain Delon au Festival de Cannes. Christine Kelly, il était venu avec sa fille Anouchka. Il a reçu une palme d'honneur. Parce que les Césars... Avec une couverture de match. C'est toujours sur Canal. Une couverture de match à la boutonnière. Oui, avec un petit pins. Il a fait un discours très émouvant en disant que c'était une récompense posthume. C'est un sens assez incroyable qu'il a donné. Oui,
il avait montré à ce moment-là, à 83 ans, qu'il était complètement lucide, que justement cette palme arrivait un peu tardivement, mais qu'il la méritait et qu'il était prêt à partir en fait. Et il avait dit avec des mots tellement poignants, c'était extrêmement touchant. Et on a l'impression que là, effectivement, que ça fait beaucoup d'émotions en fait pour Alain Delon, à la fois cette palme, à la fois les 70 ans de Paris Match auxquels il a vraiment participé. En tout cas, ça reste vraiment pour nous un mythe très important, Alain Delon. Et je rajouterais du côté de Jean-Paul Belmondo, il y a une fabuleuse leçon de vie. Vous êtes au restaurant, en terrasse avec Jean-Paul Belmondo, il y avait des gens qui viennent le voir. C'est difficile pour Jean-Paul Belmondo de se déplacer après ce qui lui est arrivé, la rééducation très lourde qu'il a eue. Il a un sourire extraordinaire. Les gens viennent lui dire qu'ils l'aiment. C'est extraordinaire, la leçon de vie de Belmondo. Donc ces deux personnages, ils agissent très très différemment dans l'imaginaire populaire français. Caroline Pigozzi, effectivement, ce sont deux monstres sacrés avec chacun leur histoire qui les relie à chacun d'entre nous. Ils disent un peu de notre histoire à tous. Et beaucoup d'authenticité, parce que quand on est capable de dire à 83 ans, ça vient un peu tard, c'est formidable. C'est-à-dire il faut oser le dire. Et donc, c'est ce qu'il ressentait, que finalement, c'était trop tard. Et c'est vrai que Jean-Paul Belmondo, si on est dans un restaurant et qu'on le voit, c'est un spectacle. Parce que c'est un défilé, c'est une procession de gens qui viennent le saluer. Il a toujours des amis qui le protègent, qui sont là pour qu'il ne soit pas trop fatigué. Et c'est vraiment très émouvant à voir. Alexis Poulain, sur ce Oui, mythe. c'est la liberté en fait. Ils ont deux hommes libres qui ont fait ce qu'ils voulaient à peu près, qui ont toujours pensé de manière indépendante et qui ont une carrière à la fois qui a été leur choix, enfin une carrière internationale et puis qui ont choisi. Et oui, on n'a pas l'équivalent, je crois, et on l'aura plus jamais. C'est un peu une époque aussi qui est là dans nos yeux. Mais il ne faut pas être nostalgique. Il y a de nouvelles stars, Jean-Sébastien Ferjou. Oui, il y a des nouvelles stars. En même temps, on se souvient de la polémique qu'il y a eu là, à Cannes. Alors même si c'était, je pense qu'on a beaucoup monté en épingle, c'est une pétition qui représentait finalement très peu de gens. Mais quand même, oui, mais en reprochant à Alain Delon un certain nombre de ses engagements ou de ses déclarations plus ou moins misogynes selon les signataires de la pétition en question. Mais pour les nouvelles stars, c'est difficile parce qu'il faut séduire. Le nombre d'interdits est beaucoup plus grand qu'auparavant. Vous citiez Alexis, et je suis d'accord avec vous, ils incarnent eux une forme de liberté et dans leur vie personnelle et dans leur choix et cinématographique finalement et politique. Ce champ-là est beaucoup plus restreint aujourd'hui et il est difficile. Alors certains y arrivent encore, probablement Gérard, vous parliez de monstre sacré, Gérard Depardieu est encore dans cette catégorie-là. On voit que chez les jeunes générations, ils ont plutôt tendance à s'excuser à la moindre difficulté. C'est ça. Non mais et d'ailleurs on est en train de perdre le droit à l'erreur parce que c'est aussi ça aussi, un certain nombre de polémiques qui ont lieu. Parfois, on n'est pas obligé, on les interroge en plus en permanence un peu sur tout et n'importe quoi, on n'est pas obligé d'être en permanence, je ne parle pas de gens dont c'est plus oui, mais on peut éviter de dire des âneries aussi, Olivier Royan. Non mais ça existe dans la vie, ça fait partie de la vie. On attend de l'artiste qui soit un peu disrupteur, qui puisse même incarner une certaine mauvaise conscience de notre temps, qui puisse dire des choses. Alors si les artistes ne peuvent pas se permettre cette liberté-là, c'est vrai que comment les hommes politiques vont se le permettre. Alors Caroline Pigozzi, vous allez rencontrer la star planétaire qui est le pape François. Vous racontez dans le numéro de Pareil Match que votre téléphone sonne un matin, le 1er mai, et qu'est-ce que vous entendez? Et bonjour Caroline, et c'est le pape. Voilà. Incroyable. J'ai entendu bonne fête du travail. Et comme il dit toujours hola quand il me voit, je me suis dit c'est pas possible, je rêve. En plus, j'étais devant la télévision à Vichy, j'étais tellement nerveuse que je trouvais pas le boîtier. Et il y a eu quelques secondes comme ça, il a dit Papa Francesco, Santita, come sta? Et je me suis dit est-ce que je commence tout de suite à lui dire qu'on est angoissé pour les 70 ans de match, mais quand même un vieux fond de bonne éducation fait que j'ai pas fait ça. Il m'a demandé comment ça allait et tout, et au bout d'un certain temps, je lui ai dit écoutez, ça irait beaucoup mieux, très Saint-Père, si j'étais sûre que je pouvais venir vous voir pour les 70 ans. Je vous ai écrit, il m'a dit oui, j'ai la lettre sur mon bureau, mais je n'ai pas vraiment décidé quand, il faut qu'on se voit, oui, c'est promis. Et il me dit, et ce qui est assez drôle, c'est que quand il me parle en espagnol, moi je le laisse dans sa langue, il me dit je te rappelle. Et donc, mon cœur battait très fort parce que quand même le pape qui dit je te rappelle, et je suis allée voir Olivier, j'ai dit on va y arriver. Il était quand même un peu sceptique parce que et il me croyait, mais quand même il y avait une sorte de compte à rebours. Et puis je vois que rien n'arrivait, donc j'ai renvoyé un mail au pape. Parce que vous avez l'adresse mail du pape quand même. Oui, il me répond, on a des mails, il me répond sur mon mail personnel. Et je lui dis très Saint-Père, je suis catastrophée, ça n'avance pas, nos 70 ans, etc. Et son secrétaire m'a dit le mail est arrivé, Dom Pedacchio m'a dit il réfléchit. Et le
surlendemain, à 7h13 du matin, j'ai entendu bloup sur le téléphone. C'était le mail du pape qui disait « Je vous attends dans 4 jours ». Et je crois que la bonne idée était d'y aller avec une femme photographe. Parce qu'au fond, il vit dans un univers d'hommes. Et que, bon, c'était beaucoup plus sympathique, beaucoup plus facile, beaucoup plus... Enfin, il nous a gardé quand même 35 minutes. Et ce qui est drôle, c'est qu'après ça, 8 jours après, je voyageais avec lui pour aller en Roumanie dans son avion. Il s'est précipité sur moi, il m'a fait comme ça, chut, parce qu'il s'est dit, si ça se sait, je vais me faire engueuler par tout le monde. Par toute la presse mondiale. Et hier, ils m'ont téléphoné de la direction de la salle de presse, ils m'ont même envoyé un mail en disant, quand même, vous êtes gonflés de nous avoir rien dit. J'ai dit, écoutez, moi, papa a dit, c'est lui qui commande, c'est lui le patron ici, je me tais. Les journalistes, il y a des jours où il faut faire de la rétention d'informations. C'est pas souvent, mais il faut le faire, autrement on n'arrive pas au but. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu en France encore? Vous lui posez la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu tout simplement au moment de l'incendie de Notre-Dame de Paris? Il n'est pas venu. D'abord, c'était la semaine sainte. Je vous rappelle que c'est la semaine où le pape est le plus occupé de l'année, plus qu'à Noël, parce que Noël c'est un jour, la semaine sainte c'est une semaine. Ensuite, faut-il pouvoir voyager? Vous pouvez me dire, il ne peut pas prendre un hélicoptère de l'aéronavale italienne, parce qu'on lui prête pour aller à l'aéroport, mais enfin, il n'est pas citoyen italien, il est citoyen du Vatican, ils n'ont pas d'hélicoptère. Et demander l'avion d'Alitalia, ce qui est la règle de base, le week-end de Pâques, de vider un avion, c'est un peu compliqué. D'autre part, le pape ne voulait pas y aller parce qu'il ne se déplace pas quand il y a des églises qui brûlent avec des morts, ou parce des attentats, voilà. il prie pour eux, parce que il prie au moment des attentats, mais il ferait ça toute l'année. Il ferait le pigeon voyageur, il courrait d'un pays à l'autre, malheureusement. Donc il dit, il y a une règle, et cette règle, je suis obligé de l'appliquer avec tous les pays. La deuxième question, pourquoi ne vient-il pas en France? Parce que c'est un pape qui est aux frontières des pays douloureux, c'est son message. Il considère qu'il est le pape des pauvres et il considère que personne ne meurt de faim en France et qu'on n'est pas un pays en danger, que s'il faut réconforter des gens, il a 82 ans, il commence par l'urgence. Il est un urgentiste de la douleur, finalement, et donc il va dans les pays qui ont vraiment besoin de lui. Olivier Royan, vous voyez cette une avec Notre-Dame de Paris, ça a été un moment extrêmement fort pour les Français et pour le magazine aussi. Oui, et je pense que là, c'était nous, nos lecteurs nous pardonneraient tout. C'est un peu comme pour vous aussi, vous êtes dans la même situation, ils nous pardonnent tout sauf de rater l'événement. Et ce qui était paradoxal, c'est que ce soir-là, il était un lundi soir, donc soir de bouclage de Paris Match, nous avions 8 pages qui étaient prêtes sur la magnifique restauration de Notre-Dame, avec cette équipe qui était restée à travailler sur Notre-Dame, sur le toit de Notre-Dame pendant 10 jours. Et là, l'imprévu survient, l'événement surgit, et on a tout cassé pour consacrer ce numéro à Notre-Dame. Et c'est vrai qu'on a essayé de choisir une qui était différentielle, qui se différenciait des autres, avec cette impression de ce bateau de pierre qui est comment dire, en gardant la scène au premier plan. Et c'est vrai que c'est étonnant ces moments-là à quel point un match peut être fédérateur. On a doublé la diffusion sur un numéro comme celui-là, et je pense que ça a été aussi important dans l'esprit des gens, ce qui s'est passé autour de Notre-Dame après ce long tunnel de crise sociale française. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-Sébastien Ferjou? Ça a marqué la psyché des Français, cet incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris? Incontestablement, on a vu l'émotion qui était très large, pas seulement en France, dans le monde entier. D'ailleurs, les pompiers de Paris racontaient qu'ils ont reçu des appels du monde entier de gens essayant de leur donner des conseils sur la manière de gérer l'incendie et qu'ils étaient obligés de raccrocher parce que ça les empêchait de répondre à d'autres appels. Sauf qu'il y a aussi d'autres urgences dans Paris au même moment, donc l'émotion était énorme. Après, moi j'ai eu l'impression que c'était une émotion peut-être plus dans la nostalgie et plus tournée sur ce qu'était la France avant que tournée vers l'avenir, un peu d'une certaine manière comme ce que la dernière Coupe du Monde, la dernière victoire de la France a généré. En 2018, c'était plus de la nostalgie d'un sentiment d'unité ancien qu'en 1998, où il y avait un très fort sentiment tourné vers l'avenir avec la France Black Bomber. On y croit moins maintenant. Un dernier mot, Olivier Royan. Le scoop dont vous rêvez à Paris Match, c'est... Après le pape, ça va être difficile. Là, honnêtement, il faut me laisser un peu réfléchir pendant quelques jours. Non, la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre, c'est vrai qu'il est notre star à nous, puisque c'est elle qui a totalisé le plus de ventes de matchs et pratiquement le plus de couverture. On pose toujours la question, en 1957, cette jeune reine arrive à Paris, se présente devant l'Arc de Triomphe. La photo n'est pas terrible. Et pourtant, c'est la record woman des ventes de matchs, puisque cette vente-là atteignait 2 120 000 exemplaires. 2 120 000 exemplaires, ce qui est absolument considérable. Merci à tous les deux, Caroline Pigozzi, Olivier Royan, d'être venus nous parler de ces 70 ans de Paris Match. Dans un instant, on continue à débattre de l'actualité. Et tout de suite, c'est le journal avec Nelly Denac.
Et on se retrouve dans Punchline avec nos débatteurs. On est toujours avec Jean-Sébastien Ferjou, avec Alexis Poulain et Christine Kelly. On salue l'arrivée de Gabrielle Cluzel, bonsoir, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire, et de Thierry-Paul Valette, bonsoir. Vous êtes le cofondateur des Gilets jaunes citoyens. J'ai voulu vous inviter ce soir car vous avez été victime d'une agression dans la nuit de mardi à mercredi à votre domicile. Est-ce que c'était une agression que vous estimez être politique ou une agression de droit commun ? Non, c'est pas le fruit du hasard, c'est pas une agression de droit commun, c'est une agression politique, notamment dans les propos qui ont été tenus, parce que c'est quand même assez grave. La prochaine fois, on te crève, on te met une balle. Putain Macron, collabo des médias aussi, parce qu'il y a aussi la haine des médias, et c'est vrai que pour peu qu'on passe souvent dans les médias, pour beaucoup de personnes, ça veut dire qu'on collabore avec un pouvoir occulte. Enfin, c'est assez terrible. J'avais déjà eu des menaces de mort sur les réseaux sociaux, je suis pas le seul, c'est beaucoup de personnes malheureusement. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Et je trouve ça triste. On est quand même en 21e siècle, on est en France, et la liberté d'expression, c'est quand même quelque chose de très très compliqué. On se bat quand même pour essayer d'arranger le quotidien et l'ordinaire des gens, mais on vit dans une société malheureusement qui est assez délectaire, où il y a de la haine, il y a beaucoup de confusion, on est dans une logique de confrontation, et ça c'est... Mais quoi qu'il arrive, moi je dis qu'il ne faut pas céder à la violence et face à ces dealers de haine, parce que sinon ils gagnent. Alors vous portez encore les stigmates sur votre visage de cette agression. Vous avez reçu des coups de quoi, de poing, Qu'est-ce que vous... J'ai reçu des coups de poing au visage, sur l'œil, sur le front. J'ai reçu des coups de couteau à l'épaule, sur le côté aussi. Donc c'était quand même quelque chose de violent, quelque chose de sauvage. Et c'est... Moi, vous savez, faut... Le pouvoir politique en France, il doit vraiment prendre conscience qu'on traverse une crise sociale, mais une crise émotionnelle grave, et qu'il y a des gens qui sont prêts à tout et à basculer. Il faut faire vraiment attention à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, parce que le feu aux poudres, il peut partir très très rapidement. Je veux dire, les choses peuvent basculer et dégénérer. Voilà, c'est une société qui est charnière, où finalement il y a la haine des réseaux sociaux qui est en train d'être à la croisée des agressions qu'on peut subir au quotidien, que beaucoup de personnes subissent. Et donc voilà, il faut en tenir compte, et il faut vraiment être prudent avec ça aussi dans la manière de faire et de dire les choses. Il y a de nombreux gilets jaunes, Christine Kelly, qui ont été agressés. Je pense à Ingrid Levavasseur, et un certain nombre d'entre eux ont été pris à partie par d'autres gilets jaunes. C'est un mouvement aussi qui a eu un certain nombre d'actes violents. C'est incroyable comment, effectivement, les Gilets jaunes se sont tués eux-mêmes par ça, par le fait qu'ils ne voulaient pas... Dès qu'il y avait un Gilet jaune qui passait dans les médias, on ne voulait pas du tout qu'il soit représentant. Et qu'on ne veuille pas que vous représentiez les Gilets jaunes, mais de là à les menacer de mort. Effectivement, Ingrid Levavasseur, comment elle a souffert de cette violence qu'il y a eu envers elle, juste parce qu'elle a voulu porter une partie de la voix des Gilets jaunes. Je trouve que justement, cette haine qu'il y a sur les réseaux sociaux, et qui maintenant se déverse lamentablement, presque impunément, si je peux me permettre, dans la vie de tous les jours, c'est très dangereux. Je pense qu'il faudra surveiller les retours. Est-ce que les personnes seront trouvées? Est-ce qu'elles seront condamnées? Faire savoir si elles sont condamnées ou pas, pour savoir qu'on ne peut pas impunément, sur les réseaux sociaux peut-être impunément, mais dans les réalités, je pense qu'il faut qu'on ait conscience qu'il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Hein. Vous pensez qu'on voulait vous faire taire, Thierry-Paul Valette? Il y a des propos que vous avez tenus à propos des Gilets jaunes, ou de la politique, qui ont déplu, qui ont dérangé? Alors, les propos envers les Gilets jaunes, j'ai toujours respecté les Gilets jaunes. Je me suis battu pour eux depuis 6 mois, et bien avant les 6 mois. Ceux qui pensent que je suis milliardaire, que j'ai une vie très riche, moi je suis quelqu'un de modeste, je vis dans un petit studio, je suis comme beaucoup de gens. Les fins de mois, ça peut être compliqué. On peut passer ne pas manger, ça peut m'arriver. Je n'en ai pas honte aussi, parce que je m'applique beaucoup dans des causes. Donc je sais ce que c'est, ce quotidien-là. J'ai toujours été au service des Gilets jaunes, mais vous savez, après, il y a eu la problématique du grand débat. J'ai participé au grand débat parce que je voulais servir de caution morale, et je voulais savoir comment les choses se passent. Et beaucoup de citoyens aussi avaient envie d'y participer au grand débat. Malheureusement, il a été détourné de son but initial. Ça a créé beaucoup de désordre dans la tête des gens. Et puis après, il y a eu l'élection européenne qui a été détournée aussi de son ADN initial, et qui, d'une manière, était une sorte de référendum un petit peu prémonitoire de qui peut se passer dans 3 ans. Se retrouver avec
d'Emmanuel Macron d'un côté ou le Front National. Moi, j'ai toujours dit, quoi qu'il arrive, j'ai mes convictions, je voterai jamais pour le Front National, quoi qu'il arrive. Alors, c'est vrai que pour certains, ça a été de la traîtrise, ça a été mal compris, et bon, ils le comprendront par la suite, mais vous savez, après, on est une société de polémique, et les gens sont dans la haine. Il y a la haine des médias aussi, la réalité, elle est là, parce que... On a nombre de nos journalistes qui se sont fait agresser. Exactement. Et derrière la haine, j'ai l'impression qu'il y a la défiance. Derrière la haine, la défiance. La défiance aussi, et c'est ça qui est dramatique, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à reconstruire, et il va falloir vraiment maintenant essayer de rassembler, de rassurer les gens. Ça, c'est quelque chose de... On ne peut pas laisser ce climat se dégénérer comme ça, c'est impossible. Je trouve qu'on en est loin justement de rassembler les gens. Quand on a la responsable de l'IGPN qui prend la parole et qui dit que sur le nombre de cas qui ont été donnés, on n'est pas capable d'identifier les policiers. L'impunité, elle est là. C'est-à-dire que vous avez des membres des forces de l'ordre qui ont tabassé des manifestants, comme vous êtes fait tabasser, et qui sont dans l'impunité la plus totale. Et le pire, c'est qu'en plus, cette personne refuse qu'on emploie le terme de violence policière. Or, c'est bien ce qui s'est passé. Et le fait de refuser la parole, après avoir refusé le droit de manifester, après avoir déchaîné une violence d'État, soi-disant légitime, ça rend les gens fous. Quand vous dites que les gens... Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens? Un peu de justice. Quand vous avez la réponse en face qui est la manipulation et le mensonge et l'interdiction d'employer les termes, les vrais, et qu'il n'y aura aucun acte qui sera jugé, ben ça rend les gens fous. Gabrielle Cluzel. Alors, en effet, c'est assez effrayant ce que vous nous racontez. Cela dit, il ne faut pas jeter l'opprobre sur l'ensemble des gilets jaunes. Hein. C'est quelques cas isolés. Et en effet, je pense qu'il y a un phénomène de frustration, de méfiance, et puis presque de coloration révolutionnaire. Vous vous souvenez, pendant la Révolution française, dès que quelqu'un montait, finalement, on le guillotinait. Hein. C'était cette phrase de Danton à Robespierre, « Le prochain, ce sera toi », et c'est vrai. Et donc, on est un peu dans ce concept-là de défiance. On se dit, sitôt que quelqu'un arrive, c'est qu'il a fait quelque chose pour arriver là. Mais ça veut dire que, au-delà de ce cas particulier, il faut mettre un terme à cette défiance. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas punir ceux qui l'expriment de cette façon violente, mais elle est aussi contenue dans le cœur de gens, eux, plus pacifiques, qui ont cette défiance. Donc, il faut certes la condamner quand elle est violente, mais la comprendre dans d'autres cas. En effet, quand il y a un déni de la part du gouvernement, quand les médias peut-être se sont déconnectés de certaines catégories de la population, et d'ailleurs un certain nombre d'entre eux ont fait ce qu'ils appelaient leur média culpa, je trouvais que c'était assez joliment dit, eh bien je pense que c'est tout à fait profitable. Et je pense qu'il faut rappeler aussi à de nombreux gilets jaunes qu'on est dans une démocratie. Alors beaucoup disent que non, mais non, pas encore, c'est pas encore une dictature, on peut pas le dire, et que l'exercice démocratique, ça demande un effort justement d'écouter la parole de l'autre, de respecter et de ne pas faire appel à la violence pour des faits et des causes politiques. Le problème, il est là. Je pense qu'il y a beaucoup trop de violence, mais parce que la réponse aussi qui a été celle de l'État a été une réponse de violence et pas une réponse de dialogue. Le grand débat a été volé, vous l'avez dit. Le grand débat, c'est encore une parole volée. Un mot de Jean-Sébastien Ferjou. Oui, mais je crois que ce qui vient d'être dit est important. Et ce qui est respectable, ce sont les démarches de courage, mais comme la vôtre. Après, on peut ne pas du tout être d'accord avec le fait que vous préfériez Emmanuel Macron à Marine Le Pen ou avec n'importe quel autre engagement qui serait le vôtre. Mais dans une démocratie, effectivement, il faut savoir aller vers l'autre. Et y compris par rapport à ce que vous disiez. Oui, il y a eu un certain nombre de cas de violence exercés par des policiers. Mais mettez-vous à la place aussi d'un ministre de l'Intérieur. À l'heure actuelle, les policiers ont été quand même poussés dans leur retranchement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un équilibre qui est très difficile à trouver, parce que quand vous dites il faut que la justice passe, le problème c'est qu'encore faut-il être capable de la définir, la justice. Parce que le problème qui se pose là avec les gilets jaunes, c'est qu'on n'a plus la même notion de la justice. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre pour qu'on soit capable de redéfinir justement ce que peut être la justice. Alors pas juste la justice sur des agressions ou des violences policières ou à l'encontre des policiers, parce qu'ils en ont quand même subi aussi beaucoup. Il faut quand même rappeler que dans une démocratie et dans un état de droit, le monopole de la violence légitime revient quand même à l'État et pas aux autres, et qu'on n'est pas dans une dictature, effectivement, même si on peut toujours disserter sur la manière dont certaines libertés publiques peuvent être reniées. Donc voilà, ce sont tous ces ingrédients-là qu'il faut prendre en compte. Et votre agression, moi, ce que ça m'évoque, c'est que là, on a une espèce d'impression comme si on était sorti un peu de manière magique de la crise qu'on avait connue l'hiver dernier. Des beaux jours reviennent, l'air est un peu plus léger. Et finalement, on aurait pu imaginer en décembre dernier qu'Emmanuel Macron aurait de la peine à terminer son quinquennat. Et puis non, il arrive quasiment en position d'égalité aux élections
européenne que le Rassemblement national, puis on a l'impression que tout ça s'est un peu dissipé. Non, ça ne s'est absolument pas dissipé. Il y a quelque chose qu'a dit Jean-Luc Mélenchon qui m'a frappé dans sa réponse au discours de politique générale du Premier ministre. Bien d'autres choses qui étaient contestables par ailleurs, mais il disait que les Français n'étaient pas représentés. Finalement, et je pense que oui, nous en sommes toujours là. Les Gilets jaunes ont éveillé un espoir. Ils ont éveillé un espoir chez les Français, comme avant eux, La République En Marche ou Mouvement En Marche avait éveillé un espoir justement de enfin trouver une nouvelle représentation. Les Français sont arrivés à un moment où maintenant ils se sentent à nouveau orphelins de toute représentation. Ce qui est faux quand on raisonne d'un point de vue légal. Le système légal existe, il y a des partis qui existent, il y a des élections, il y a des élus. Il faut continuer à investir là-dessus. Il faut aussi s'investir soi-même dans les mouvements politiques parce qu'on ne peut pas se contenter de dire moi c'est pour ça que je suis totalement contre le vote blanc. Si on n'est pas d'accord avec l'offre politique qui existe, il faut soi-même se mettre en position d'en incarner une. Et ce sont toutes ces leçons-là de maturité démocratique finalement sur lesquelles on a besoin de revenir parce qu'on est une société qui est profondément immature ou en train de revenir à un état profondément immature. Mais il y a aussi le fait quand même, pardonnez-moi, mais que votre agression au-delà du phénomène des Gilets jaunes est quand même révélateur d'un climat de violence dans notre pays. Il y a quand même des gens qui se font agresser pour un mauvais regard. Alors c'est quoi un mauvais regard? Pour une cigarette refusée? Je trouve qu'il y a des gens qui vous regardent aujourd'hui qui ont été eux-mêmes agressés de toute autre raison et qui en souffrent. Je pense que ce qui n'est pas très traité d'ailleurs par le pouvoir politique parce qu'Édouard Philippe l'a esquissé, mais la réalité c'est que la politique pénale mise en œuvre va à l'encontre de l'objectif affiché. Et vous avez encore une vidéo qui tourne d'un élève qui frappe une prof. Comme du temps aux de urgences, la violence qui est faite contre les médecins. Enfin tout ça, on en parle peu, mais il y a un climat délétère, évidemment. C'est une vidéo en fait qui date d'octobre 2017. Oui, mais qui est reprise. Absolument, mais qui tourne. C'est une réalité malheureusement de façon, encore beaucoup. Aujourd'hui, mais elle date d'il y a 2 ans. Elle dit ça aussi, votre agression, Thierry Paul Valette. Elle dit cette violence diffuse. Elle dit ce sentiment que les gens ne sont pas représentés, ou elle dit juste la bêtise la plus totale? L'ensemble de tout ça, c'est de la bêtise, c'est de la lâcheté. Finalement, c'est du lâcher prise. Moi, j'appelle ça du lâcher prise sur sa propre dignité. Finalement, ce sont pour moi des gens qui sont broyés, qui sont déjà hors système, qui ont basculé du côté obscur. Mais il y a la responsabilité politique, de toute évidence. C'est vrai que tout à l'heure, on parlait dans le cadre des violences. Il y a des violences policières, il y a des violences des deux côtés. Nous en sommes d'accord. Mais à partir du moment où on rend légitime une violence d'État qui est illégitime, ce n'est pas normal. Et notamment, ça a été un petit peu le sens des propos de Madame Brigitte Julien, la chef de la police des polices. À un moment donné, il faut être capable de dire les choses. Il ne faut plus faire de langue de bois. Il faut dire la réalité, ne plus être dans le déni. Sinon, on n'y arrivera pas. Écoutez Brigitte Julien, ça fait plusieurs fois que vous l'évoquez. Écoutez la directrice de l'IGPN. Je réfute totalement le terme de violence policière puisque toutes les enquêtes sont ouvertes pour savoir si l'usage de la force a été fait dans un cadre légal et si elle est proportionnée si la riposte est proportionnée à l'attaque qui a été subie. On n'est pas dans une situation où on a face à face des personnes qui ont les mêmes droits dans ces manifestations. On a des policiers qui ont l'usage de la force légitime pour eux et on a des manifestants qui, en face de nous, n'ont pas le droit de se comporter comme cela. Ils commettent des infractions. C'est pour cela que les enquêtes sont forcément différentes et sont forcément plus longues pour les policiers que pour les manifestants qui sont en face. Elle a oublié de préciser quand même qu'il y a des journalistes qui sont sur le terrain, ils sont identifiables, on les connaît, on sait qui ils sont, mais ils sont aussi pris à partie. Donc on a oublié de le dire. Jean-Sébastien ? Je pense qu'elle exprime très maladroitement le fond de sa pensée. Enfin, si j'essaye d'en faire l'exégèse, je pense qu'elle conteste le terme de violence policière au sens où elle dit qu'il n'y a pas eu de stratégie d'emploi délibéré de la violence dans ce conflit-là de la part de la hiérarchie policière, ce qui n'est pas la même chose que de contester la réalité de faits de violence. Et c'est, je pense, qu'elle essaie de dire en disant il y a des enquêtes qui sont... Elle aurait mieux fait de le dire, à mon sens, différemment, parce qu'on peut l'entendre d'une manière beaucoup plus politique. Mais si on raisonne d'un strict point de vue factuel ou juridique en quelque sorte, elle dit non, à la différence de peut-être ce qu'on a pu connaître dans d'autres pays, au Chili, du temps de Pinochet ou ailleurs, il n'y a pas eu délibérément une décision de dire allez taper leur dessus parce que c'est ça la réponse politique à la crise. C'est faux. Vous avez deux choses déjà. La première chose, c'est que ces policiers-là sont hors la loi. Ils sont non. Mais ça, c'est un autre point. Visage caché, séparément les uns des autres. Cachés. Elle répond là, on est hors l'ordre du cadre donné. démocratique. On a affaire à des gens qui ne respectent pas les lois.
Alors ils ont peut-être la violence légitime, mais ils ne font pas leur boulot. La deuxième chose, c'est que vous avez les chiffres qui prouvent le contraire. Et il a bien été mis en place une répression d'État. Vous avez le nombre de tirs de LBD, l'utilisation qui a été faite, qui a augmenté par 200% sur les 2 derniers mois. Vous avez le nombre de blessés. La plupart des gens qui ont perdu un œil n'étaient pas des manifestants violents. Vous avez ce gamin qui faisait ses courses à Strasbourg, qui a été déscolarisé suite à sa blessure à la mâchoire. Il n'était même pas manifestant. À un moment, il y a eu la volonté de casser ce mouvement, d'empêcher d'une façon ou d'une autre, physiquement, qu'on voit qu'il y ait beaucoup de gens dans la rue. Et ça, vous pouvez le voir. Regardez le nombre de blessés. On n'a jamais vu Alexis, ça. vous avez raison, mais je pense que vous aurez moins faut mettre en cause, que ce qu'on a vu dans les rues. Ce qu'il faut mettre en cause, c'est la responsabilité politique assez largement, c'est la manière, c'est les ordres, ou parfois d'ailleurs l'absence d'ordre qui ont été donnés, parce qu'un des fameux samedis où tout avait dérapé, c'était parce que la hiérarchie policière n'arrivait pas à obtenir des ordres clairs. Et donc il y a eu une vraie désorganisation du pouvoir qui s'est conclue par le départ d'un préfet de police d'ailleurs, mais je pense que la responsabilité, elle est plutôt à chercher du côté du ministère de l'Intérieur et de l'Élysée sur la décision de stratégie globale qui était prise, que du côté de la hiérarchie policière. Même si un certain nombre de policiers, comme vous le disiez, se sont livrés à des débordements inexcusables. Surtout, il a quand même été reconnu que des policiers qui n'étaient pas faits pour le maintien de l'ordre... mais ça, c'est la responsabilité politique. Voilà. Mais il n'empêche qu'ils soient responsables ou non, les résultats étaient évidemment délétères sur cette population-là. C'est vrai que dire qu'il n'y a pas de violence policière, on a le sentiment extérieur, je comprends, mais on a le sentiment extérieur qu'elle fait de l'esprit de corps, c'est-à-dire qu'elle protège. C'est très maladroit comme manière de l'exprimer. Et en effet, quelqu'un qui a perdu un œil, objectivement, c'est très violent. Voilà. Et aujourd'hui, on en parle moins, mais ils sont toujours là avec leur œil en moins. Mais moi, la question que je me pose toujours, parce que je trouve que ça n'a pas été réglé, c'est qu'il y a eu un certain nombre d'éléments de Black Bloc qui se sont joints aux manifestations. On en entend très peu parler. On n'a pas l'impression qu'on ait démantelé ces réseaux et que on se soit donné le moyen de le faire. Et donc, ce qui suscite ce dialogue de sourds, parce que les policiers disent objectivement il y avait des gens très violents parmi les gilets jaunes, et les gilets jaunes se disent non, nous on n'était pas violents. Donc je pense qu'il faudrait résoudre cette question. Moi je trouve que le gouvernement aurait vraiment gagné à justement jouer sur les mots, trouver les bons mots et peut-être ne pas aller justement en disant violence policière, etc. On a vu toutes les prises de position de Christophe Castaner, mais arriver quand même si ils avaient peur de montrer qu'ils lâchaient un peu les policiers sur le terrain, les forces de l'ordre sur le terrain, mais de montrer quand même, attention, on admet qu'il y a eu des débordements, je pense qu'ils auraient gagné. Parce que au bout du compte, dans quelques années, lorsqu'on va s'arrêter, on va faire quelques documentaires, on va regarder qui a été blessé. Déjà une commission d'enquête parlementaire. Qui a été blessé concrètement. Ça mérite totalement. C'est tout à fait juste ce qu'il dit. Lorsqu'on voit les profils, Mediapart avait fait un reportage, une interview. Lorsqu'on voit ceux qui ont été blessés, mais on a froid dans le dos. C'est quand même dommage. Ce sont des jeunes femmes, ce sont des jeunes hommes, ce sont des gens qui sont en marge des manifestations. Comment on peut expliquer ça? Dans quelques années qu'on va s'arrêter et quand ça se sera calmé, et on l'espère, et qu'on va regarder ça avec le recul, mais comment est-ce qu'on a pu permettre ça? Comment est-ce que lorsque le défenseur des droits dit que le LBD et j'ai beaucoup de doutes sur la LBD. Bien sûr que pour tout ce qui est maintien de l'ordre, il faut revoir tout ce qui est maintien de l'ordre. Bien sûr qu'il faut admettre qu'il y a eu plus de violence dans les manifestations, qu'on ne sait plus comment maintenir l'ordre et qu'il faut revoir tout ça. Mais l'utilisation du LBD, lorsqu'on voit qui il avait, qui est-ce qui a été formé, ils n'ont pas été formés, lorsqu'on voit quelqu'un les bras en croix qui reçoit une balle de LBD dans le ventre, comment est-ce qu'on ne peut pas avoir une sémantique un tout petit peu plus apaisante? Mais je suis d'accord avec vous. Après, la personne qui parlait, elle n'est pas le gouvernement. Non, je parle de Castaner, elle ne peut pas assumer de responsabilité politique, c'est ce que je pointais moi. Mais après, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, Christine, oui, mais malheureusement, je ne suis pas certain qu'on ait quelques années pour y réfléchir à tête reposée. C'est-à-dire que ce qu'on était en train de dire, c'est que le degré de violence contenue de la société française fait qu'on ferait mieux là maintenant d'apprécier les politiques ou peut-être les erreurs politiques, et c'est humain. Après, un gouvernement peut vivre aussi avec le fait qu'il ait été confronté à un mouvement. Peut-être que d'autres n'auraient pas spécialement fait mieux parce qu'on ne savait pas comment gérer ce genre de protestation-là qui était tout à fait nouvelle en France. Mais quoi qu'il en soit, ça me paraît relever totalement d'une commission d'enquête parlementaire pour justement apprécier les décisions qui ont pu être prises en termes de maintien de l'ordre et pour éviter justement, parce qu'on n'a pas quelques années pour y réfléchir à tête reposée, peut-être il va falloir y faire face à nouveau bientôt. De toute façon, le gouvernement, et on l'a vu clairement, a été dans le déni de la crise, dans le déni du mouvement des Gilets jaunes. On a vu un président de la République qui a répondu très très tardivement, qui était dans l'ignorance, qui a eu du mal à prononcer le mot Gilets jaunes.
On a vu lors des rassemblements que les veilles, les avant-veilles, on avait M. Castaner qui était là à toujours jeter de l'huile sur le feu, être toujours dans la logique de confrontation. Et puis vous savez, moi j'ai été sur la plupart des rassemblements, j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors oui, la problématique des black blocs, des casseurs, je suis d'accord. Bon, on les voyait arriver. Ça, on les voit arriver, on sait de quoi on parle. Mais les autres personnes qui se rassemblaient normalement, et qu'on voit toutes les charges policières qui foncent dans le tas, il y a la presse, il y avait Madame Leguet, il y a encore une dame récemment, on voit la violence gratuite, des coups de matraque qui sont mis dans le dos des gens. C'est gratuit. Combien de black blocs ont été éborgnés ? Il y a eu une volonté politique d'éteindre le mouvement, de le stigmatiser, et ça, elle est évidente. Allez, on entendra la réponse de la police avec un syndicat de policiers dans un instant. On fait une toute petite pause et on se retrouve tous les 5 dans Punchline. À tout de suite. On se retrouve dans Punchline. On évoquait les LBD, les fameux lanceurs de balles de défense qui ont tant fait polémique depuis le début de la crise des Gilets jaunes. On entendait tout à l'heure la directrice de la police des polices qui disait qu'elle réfutait le terme de violence policière. On va écouter maintenant 2 autres témoignages. Un homme qui a été blessé par un tir de LBD. Il témoignait il y a quelques instants sur CNews chez Thomas Hugues. Et puis la réponse du secrétaire général du syndicat Alternative Police. Et 17h30, 18h, j'ai rien entendu. J'étais seul sur le trottoir. Je marchais, donc je suis passé à côté d'un distributeur et là j'ai vu que ça a pété de tous les côtés. C'était le carnaval, quoi. J'ai reçu des grenades par derrière. C'est toujours 265 enquêtes en trop, c'est toujours des blessés en trop, mais là aussi, la proportion d'utilisation de cette arme a été faite dans un contexte très particulier, ultra violent, des manifestations sociales qu'on n'avait jamais connues de ce type. Et il ne faut pas oublier aussi que le rapport de l'IGPN précise qu'il y a eu beaucoup de situations où, à la place du lanceur de balles de défense, les policiers étaient légitimes à utiliser leur arme de service et que le lanceur de balles de défense a aussi permis d'éviter d'utiliser des armes létales. Effectivement, Christine Kelly, il ne faut pas oublier qu'il y a de la violence, évidemment, du côté des manifestants et qu'elle s'est manifestée à plusieurs reprises pendant cette crise des Gilets jaunes. Oui, et que même en amont, le 1er mai, souvenons-nous, il y avait l'affaire Benalla, mais en marge de l'affaire Benalla, c'était d'abord les Black Blocs, qu'on avait vu cette émergence et cette violence. Non mais c'est vrai, pardon, pourquoi ? Non, c'est juste parce que Benalla était en marge des Black Blocs, en intensité ce jour-là. Je veux dire la petite violence mais je comprends pourquoi vous l'avez dit. Oui, voilà. Et parce que il y avait des rapports qui sont sortis quelques mois avant, disant attention, maintenant les manifestations, il y a la montée de la violence sur le maintien de l'ordre, il faut absolument trouver des solutions. Et là, justement, le 1er mai, c'était déjà une alerte. Et je pense que même l'attitude du gouvernement, une attitude, si vous permettez l'expression, violente du ministère de l'Intérieur en disant effectivement presque il faut peut-être un peu casser la manifestation, vient aussi depuis là où ils avaient peur depuis le 1er mai de ne pas avoir pu gérer et de se dire mais là on va pas y arriver et déborder. Non mais il faut que chacun prenne ses responsabilités parce que c'est un peu facile de charger les policiers même si sans doute personne n'est parfait, il y a sans doute eu des débordements et comme on l'a dit c'était des gens qui n'étaient pas formés au maintien de l'ordre, mais il faut peut-être aussi que le gouvernement prenne ses responsabilités. Tout d'abord c'est vrai qu'on se demande pourquoi n'ont pas été prévenus sachant qu'il y avait eu cet antécédent du 1er mai, pourquoi on n'a pas prévenu l'arrivée de ces Black Blocs extrêmement violents que l'on connaît, on a pris ça comme si c'était une fatalité. Et puis il faut quand même le dire, Emmanuel Macron, en haut, a eu énormément de mal à gérer la crise. Il n'a pas parlé des Gilets jaunes, il n'a pas réussi à dégonfler le mouvement. Faut pas oublier que ce mouvement, c'est pas les Gilets jaunes contre les policiers. D'une certaine façon, on s'est servi des policiers pour en faire le punching ball et dire et monter 2 catégories de population qui finalement partageaient beaucoup, parce qu'il y a des gilets jaunes dans le cœur, en tout cas parmi les policiers, qui partagent les mêmes soucis. Et moi, j'aimerais qu'un jour, dans ce pays, le gouvernement et les politiques prennent leurs responsabilités et qu'ils disent, c'est vrai qu'on a laissé dégénérer ça, ce n'est pas que la faute des policiers. Je pense qu'on fait une erreur de parler du mouvement des Gilets jaunes au passé dans les cercles de pouvoir. On a eu déjà l'exemple de la Montjuïc quand Emmanuel Macron part skier alors que les Champs-Élysées vont brûler cette journée-là, pensant que le mouvement est déjà terminé ou que c'est fini. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Le calcul électoral a marché. Finalement, on a perdu, mais pas vraiment, aux européennes. Plus personne ou beaucoup moins de gens maintenant vont dans les rues. Le matraquage a fonctionné. Mais les gens, la colère, elle reste dans les cœurs. Le mécontentement reste dans les cœurs. Et c'est pas parce que vous avez des jeux électoraux qui fonctionnent, mais c'est déjà seulement un Français sur 2 qui se déplace
place pour voter, qui fait que derrière, vous avez une paix sociale garantie. Loin de là. Les gens vont enlever les gilets jaunes, mais il y aura une nouvelle vague, quelque chose d'autre. Avant, il y avait Nuit debout. Avant, il y avait Occupy Wall Street. Et il y aura encore d'autres choses après. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est David Graeber qui en parle, qui est sociologue américain, qui était à l'origine d'Occupy Wall Street. On est dans des temps révolutionnaires. C'est le moment où les élites ne comprennent plus ce qui se passe au niveau du peuple. On va écouter Emmanuel Macron. Il s'est exprimé effectivement cette semaine à Genève dans le cadre d'une réunion sur l'Organisation internationale du travail. Et il est revenu sur cette crise des gilets jaunes. Écoutez les mots qu'il a employés. La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, mais que j'ai personnellement vécue comme une forme d'opportunité. Parce que le peuple français ne se résout jamais. Et lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire, savoir changer de méthode, mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. C'est intéressant, Jean-Sébastien Ferjou, les sachants, les subissants. Et finalement, les Gilets jaunes, c'était une opportunité que le président a saisie, dans ce qu'il dit en tout cas et dans les mots qu'il emploie. D'autant que c'est la sémantique de Marine Le Pen. Les sachants, c'est une expression qu'elle a pu déjà employer dans le passé. Donc on voit là un Emmanuel Macron qui justement essaye de jouer avec beaucoup de référents. Le discours, il était très très proche de celui qu'avait prononcé Nicolas Sarkozy en 2009 devant le même Cénacle, l'Organisation internationale du travail. Et on voit bien que oui, il essaye d'en tirer des leçons malgré tout. Alors est-ce que c'est une opportunité ou pas? Vu le coup pour le pays, c'est difficile de le qualifier exactement comme ça. Mais enfin, à minima, oui, il essaye d'en tirer des leçons. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Les tire-t-il vraiment? Je ne sais pas. Parce que dans le même temps, on pouvait voir cette semaine Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, expliquer que non, le gouvernement n'avait pas particulièrement l'air d'écouter beaucoup plus les partenaires sociaux. Et d'autres syndicats l'ont dit avant Geoffroy Roux de Bézieux. Donc je ne suis pas certain que la posture de fond ait vraiment changé. Dans ce qu'on a entendu dans le discours de politique générale d'Édouard Philippe, il y avait aussi un mea culpa sur la méthode. Ils sont persuadés que c'est la méthode qui est en cause et absolument pas la politique. Mais même sur la méthode, est-ce qu'il s'agit d'un mea culpa véritablement lucide? Puisqu'il dit oui, probablement on est allé trop vite parce qu'un sentiment d'urgence nous poussait à justement essayer de passer par-dessus la tête de partenaires sociaux qui, par ailleurs, il faut bien le reconnaître, ont fait la preuve quand même de leur grande capacité à l'immobilisme dans les quinquennats précédents. On n'a pas l'impression non plus qu'ils aient essayé de reconstruire autre chose. François Hollande, au début de son quinquennat, avait dit qu'il faut une grande conférence sociale. Alors, je ne sais plus comment tout est grand en France, donc je ne sais pas comment ça s'appelait exactement. Mais il faut refonder la démocratie sociale, refonder les syndicats ou le syndicalisme français. Bon, ça, tout de suite, c'est instantanément noyé dans les sables. Mais je pense que malgré tout, ce besoin-là, il existe. On a besoin de refonder la démocratie sociale française et la démocratie tout court, les corps intermédiaires, les corps représentatifs. Il ne peut pas y avoir de creuset social. Aucune personnalité, même si elle est ultra charismatique, ne peut réunir les Français sur son seul nom. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose où les gens apprennent à vivre ensemble. Moi, je ne crois pas à ces discours. Enfin, voilà, 2009, Nicolas Sarkozy, Christine Lagarde, à chaque Davos, elle a le même discours sur la montée des inégalités est un grand danger, il faut faire quelque chose. Rien n'est fait. Les politiques qu'on voit qui sont mises en place, c'est celle de la matraque, en disant si vous ne prenez pas ce potage de rien n'est fait, parce que les inégalités, elles progressent peu en raison, France. Oui, mais en raison quand même des politiques fiscales très redistributives. Qu'on a depuis quelque temps et qu'on attaque à la louche. Regardez, l'ISF, c'était la ligne rouge. Je ne reviendrai pas là-dessus. Les cadeaux fiscaux, aujourd'hui, ils viennent tard pour les classes moyennes. Il a fallu toute cette mobilisation des Gilets jaunes pour comprendre que le matraquage fiscal, on n'en pouvait plus. Il a fallu... Et derrière, la réponse sociale n'existe pas. Enfin, quand on met les classes à 24 comme une réponse sociale, excusez-moi, c'est pas ça une réponse sociale. Quand on dit qu'il va falloir travailler plus, parce que la retraite, 62 ans, c'est si vous voulez, mais alors vous aurez une petite retraite, hein, c'est reculer l'âge de la retraite, dans les faits. Donc il y a toute une novlangue, un mensonge, un fait de dire que on va finalement vous donner ce que vous avez demandé, c'est faux. L'idée, ce que dit Emmanuel Macron, c'est exactement ce que dit Gilles Legendre, on est trop subtil, trop intelligent, et on va continuer plus vite. Il le dit autrement avec ses mots, mais c'est la même chose. Mais c'est la même chose. C'est vous n'avez pas compris, on veut vraiment votre bien. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Français qui voient le bien qu'on veut leur faire. Thierry Paul Valette, sur ces mots employés par le président. Vous savez, moi, quand j'entends les propos du président Emmanuel Macron, voilà, ce sont des belles phrases, mais finalement, il n'y a pas de fond, c'est creux, ça veut strictement rien dire. Ça ne veut rien dire. Et je pense qu'il y a complètement à côté de la plaque. On a un président menteur, un État menteur, et j'irais même beaucoup plus loin. Mais sur quel, alors, président menteur, oui, parce que là, franchement... Voilà, je vais vous expliquer, parce que là,
il faut Les mesures, elles voir... ont été mises sur la table. Oui, les mesures ont été mises sur la table. Mais finalement, il y a un vrai problème qu'on oublie de parler souvent, c'est le problème de la dette des États, la dette de l'État français. Là, on parle des mesures concrètes. Il y a eu des baisses d'impôts, il y a eu des allègements de charges, il y a un certain nombre de choses qui ont été annoncées depuis le mois de décembre. Vous savez, donc, d'un côté, encore par le Premier ministre. D'un côté, on baisse les salaires. Comment on fait pour baisser les salaires? Eh ben, on augmente les impôts. Non, on baisse pas les salaires. Voilà. Pas les salaires. Oui, mais non, mais augmenter les impôts, c'est baisser aussi le salaire. Plus on va augmenter les impôts, finalement, à la fin de l'année ou à la fin du mois, c'est comme si le salaire il diminue. C'est exactement la même chose. C'est un petit tour de passe-passe pour essayer de diminuer sur la dette. Ou alors, on va s'attaquer à quoi? Au service public. Mais la réalité profonde, c'est la dette. C'est les États qui sont endettés à hauteur de, je sais plus, 250 milliards d'euros. C'est considérable. Il faut quand même se rappeler des conséquences de la crise financière en 2008. La crise financière, elle n'est pas si loin. Et ce qui est à venir, c'est beaucoup plus grave. Qu'est-ce qui vous autorise à traiter le président de menteur? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, notamment dans le fait qu'il ait dit la crise des Gilets jaunes nous a ouvert les yeux et on a pris des mesures. Alors déjà, c'est parce qu'il parle de la crise et du mouvement des Gilets jaunes au passé. Moi, ce qui me concerne, le mouvement des Gilets jaunes, il est toujours présent. Nous, avec les Gilets jaunes citoyens, on se projette dans l'avenir pour les prochaines municipales. Donc, on n'est pas encore au passé. Et puis, je dis pourquoi un président menteur? Pourquoi cette image-là? Parce qu'il est dans le déni, justement, de ce point de vue économique et financier que je suis en train d'essayer d'expliquer. Et beaucoup d'économistes sont en train justement de tirer le signal d'alarme par rapport à ça. On regarde aux États-Unis. C'est paradoxal parce que les mesures accordées aux Gilets jaunes, justement, elles accroissent l'endettement. Donc, à un moment, il faut choisir l'angle d'attaque. Et elles accordent du pouvoir d'achat. Est-ce que c'est pas un peu le... Enfin, pardon. Les Français épargnent plutôt que d'investir. La réalité, elle est là. Donc, finalement... Parce qu'ils n'ont pas d'investir dans l'avenir. Il y a un sujet de croissance. Est-ce que c'est pas juste... Est-ce que les Français, justement, certains Gilets jaunes ne reprochent pas à tous les gouvernements qui se sont succédés à s'intéresser à la dette comme le lait sur le feu et peut-être à ne plus s'intéresser à eux? Et on remarque que certains dans le monde qui laissent filer la dette réussissent peut-être mieux. En tout cas, leur popularité est bien supérieure à celle d'Emmanuel Macron et les gens ont l'air de s'en porter mieux. Est-ce que précisément, c'est pas complètement désincarné cette affaire de la dette dont vous parlez? Je suis pas sûre que tous les Gilets jaunes soient braqués sur la dette. Moi, ils ne parlent pas beaucoup de la dette, en tout cas. Je ne parle pas au nom du Gilet jaune. Mais quand on a faim, on ne pense pas à la dette. Je parle de cette réalité qui existe. La dette, il faudra bien la maîtriser parce qu'elle va nous exploser. Les banques n'arrêtent pas de réinjecter de l'argent. Simplement, l'argent que réinjectent les banques à coups de milliards, il va où l'argent? Il ne va pas dans l'économie réelle, il ne va pas dans le quotidien des Français, il va justement dans les emprunts d'État et tout ce qui va avec. C'est là qu'est la réalité. Voilà. Mais le mal, il faut le traiter à la racine. Il n'est pas à l'abri d'une grave crise financière qui va mettre à... On veut tout de suite, alors que lorsqu'on est au pouvoir, on ne peut pas non plus... Il faut dire la vérité. Peut-être dire la vérité, mais il faut aussi que nous, les Français, on puisse comprendre qu'on ne peut pas non plus, en un coup de baguette magique, si vous permettez l'expression, tout changer. Je prends juste un sujet, les familles monoparentales, qui a été un sujet important dans cette crise des Gilets jaunes. Alors, ça va quand même plutôt vite, mais les pensions alimentaires et la mesure qui a été décidée, ça ne sera pas avant 2020. On ne peut pas faire plus vite. Et pourtant, ça va vite. Donc, c'est gouvernement. Laissez-la juste terminer sa phrase sur les familles monoparentales. Et pour dire que voilà, que tout le monde est en train de râler, oui, pourquoi est-ce qu'on nous donne ça, mais pourquoi pas tout de suite, etc. Alors qu'on peut pas aller plus vite. On peut aller extrêmement vite. En 2008, quand il a été question de sauver les banques, on allait très vite. Vite et duré. On est allé très vite. On a sorti des milliards. Non, mais pas sur tous les... Je suis d'accord. Mais regardez, mais pas sur tous les sujets. On sort des milliards pour sauver les banques en 24 heures. On veut tout juger. La réalité, c'est que il faut rappeler quelque chose d'important. C'est que les milliards qui ont été prêtés aux banques, on avait tous intérêt à ce qu'ils le soient, parce que sinon c'était 1929 à nouveau, qu'ils ont été remboursés ensuite et que les États ont gagné de l'argent là-dessus parce qu'ils les ont pas prêtés sans intérêt. Bien sûr. Donc on peut pas raconter non plus tout et n'importe quoi, mais je pense que le genre de débat qu'on est en train d'avoir là sont très représentatifs de la grande difficulté qu'il y a. Il n'y a plus de grands logiciels d'explication du monde. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait croire à Margaret Thatcher, ou on pouvait croire à Helmut Schmidt qui disait à une social-démocratie tempérée. Le problème, c'est que maintenant, plus personne n'est capable de définir. Regardez, les Républicains se déchirent sur l'aéroport de Paris. Est-ce que si on est libéré
libéral, on est en faveur mécaniquement d'une privatisation. Les républicains, non, mais les réponses n'ont rien d'évident. Et le problème, c'est précisément que les réponses ne sont plus évidentes et qu'il faudrait que les gens se mettent d'accord. Parce que le problème des Gilets jaunes, c'est quoi? C'est pas la revendication. La revendication, je pense que même Emmanuel Macron l'a comprise maintenant et qu'il a au moins cette sincérité-là quand il en parle à l'Organisation internationale du travail. Le problème, c'est qu'encore faut-il être capable de se mettre d'accord sur quelle est la méthode qui permet d'atteindre l'objectif. Parce que en l'état, personne ne se met d'accord. Pour prendre les bonnes décisions, il faut que le politique ait le courage de prendre les décisions qui s'imposent. Quand on a supprimé l'ISF, par exemple. Mais celles que veut Jean-Luc Mélenchon ne sont pas les mêmes que celles que veut... Non, mais tous en même temps. Quand on a supprimé l'ISF à un moment donné, moi j'ai été con, j'ai dit qu'il fallait laisser parce que c'est une mesure symbolique, les Français sont attachés au symbole. Mais on aurait pu rajouter une tranche d'impôt supplémentaire, par exemple à partir d'1 million. Voilà, il y a des décisions que l'on peut prendre. On peut se dire que demain... On peut se dire... Allez, un dernier mot sur cette histoire de dette. Public de l'État, justement, on parlera des urgences. Le train de vie, il faudrait déjà qu'il revoie son train de vie. Il faudrait aussi qu'il y ait une politique où on puisse innover, on puisse entreprendre, on développe tout l'entrepreneuriat en France. Malheureusement, on est en train de passer à côté. C'est la philosophie d'Emmanuel Macron. Non, oui, mais il ne le fait pas. La réalité, ne le fait pas. Emmanuel Macron... Il dit aussi des bonnes choses. Il ne dit pas que des âneries. La réalité, elle est là. Il dit aussi des bonnes choses. Malheureusement, quand il dit des bonnes choses, souvent, il passe à côté. Alors, Gabriel Cluzel, vous aviez... Tout le monde était quand même d'accord pour dire que les Gilets jaunes, et je pense que c'est vrai, sont l'expression en France que l'on retrouve ailleurs dans les gouvernements populistes, c'est-à-dire qui ont trouvé leur expression dans les élections, qui ont trouvé à s'exprimer de cette façon-là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'Emmanuel Macron, qui est un homme intelligent, ne se dise pas mon adversaire principal. Alors, certes, c'était moins pire parce que... c'était mieux parce que ça aurait pu être pire, mais enfin, il a quand même perdu face au Rassemblement national. Pourquoi il ne se dit pas bon, visiblement, il y a un mouvement populiste. Qu'est-ce que les gens attendent? Alors, il parle de sachant et de c'était quoi, de subissant. Ouais. Bon, enfin, ça, c'est vraiment de la dialectique. Mais dans son discours, il n'a abordé rien de tout ça. Il a parlé d'immigration pour dire qu'on allait faire un débat. Ça mange pas de pain, mais enfin, franchement, on sort du grand débat. Non, mais il y a une réalité, qui est très simple. Il n'y a pas de volonté de résoudre ça. Mais c'est pas la question de la volonté, c'est la question de la capacité. Un président de la République français aujourd'hui a beaucoup moins de pouvoir qu'il y a 40 ans, qu'il y a 50 ans, parce que nous faisons partie d'une zone monétaire commune. Et moi, je vous dis pas ça, je suis pas du tout souverainiste, c'est pas le sujet. Simplement, les rapports de force, ils se sont déplacés ailleurs. Donc là, la bataille sur la nomination à la tête de la Banque Centrale Européenne, elle est finalement beaucoup plus importante que des tas de débats qu'on a sur les tranches d'imposition dont vous parlez, parce que vous pouvez toujours mettre une tranche d'imposition en plus. L'impôt sur le revenu, c'est extrêmement marginal dans les recettes de l'État en France par rapport à la TVA ou tout un tas d'autres taxes qui existent. Donc le sujet, il est là. Le sujet, il est comment on reprend le contrôle de nos vies par rapport à justement comment on fait jouer les rapports de force en Europe quand ça dépend de l'Europe. Et après, ça n'est pas que l'Europe. Ce sont les traités de libre-échange, la manière dont on les a négociés. Ce sont aussi le pouvoir qu'on a laissé à un certain nombre de marchés financiers avec des libertés totales de flux financiers. J'aimerais qu'on évoque la situation des urgences, parce que la ministre de la Santé, après 3 mois de grève dans les services d'urgence, a annoncé 70 millions d'euros de mesures immédiates. On l'écoute et après on en parle. J'ai évidemment annoncé un certain nombre de prises en compte des difficultés des professionnels qui exercent aux urgences, notamment via la prime de risque, qui est une prime qui identifie qu'ils sont soumis à des risques particuliers, notamment de violence. J'ai également annoncé une prime de coopération pour tous les services qui vont s'engager dans des coopération entre les professionnels, délégation de tâches, comme par exemple permettre à des infirmiers de prescrire des examens de radiologie. Et puis j'ai dégagé une enveloppe budgétaire pour cet été, de façon à ce que les établissements qui vont sentir des tensions puissent recruter du personnel. C'est une enveloppe de 15 millions d'euros pour cet été. Donc au total, dès cet été, il y a 70 millions d'euros. Voilà, donc pour cette déclaration de la ministre de la Santé, les syndicats disent que ce n'est pas assez, mais quand même, il y a des mesures concrètes et on a le sentiment qu'il faut à chaque fois un bras de fer, une grève dure pendant 3 mois avec des personnels soignants qui se mettent en arrêt maladie pour qu'enfin ils obtiennent qu'on les écoute et qu'on leur donne le minimum, Christine Kelly. C'est ce qui est dommage et c'est ce qui entretient justement qui les grèves, qui les gilets jaunes, la violence dont on parlait d'ailleurs tout à l'heure. Et là, il y a 70 millions qui sont débloqués.
justement, il y a des choses qui peuvent être faites tout de suite, il y a des choses qui ne peuvent pas être faites tout de suite. Il y a quelques jours encore, elle ne parlait qu'uniquement que de la prime qui représente effectivement 55 millions d'euros, et elle a rajouté effectivement après l'urgence pour cet été. Mais c'est vrai, au bout de 3 mois, au bout du moment où on est à la veille de l'été, où la canicule menace, où tout le monde va prendre ses vacances, il y aura des manques de lits, et elle ne veut pas, le gouvernement ne veut pas être accusé d'avoir une canicule bis comme 2003. C'est la preuve que la grève, ça marche, et que derrière, vous avez quand même un plan qui est de supprimer 1 milliard à l'hôpital public, et on lui donne 70 millions pour sauver les meubles, en disant simplement, vous en pouvez plus, vous êtes à bout. Le recrutement, c'est la dernière petite mesurette, en disant, et éventuellement sur les services les plus traumatisés, on va mettre un peu de recrutement. Sinon, c'est des primes pour que vous bossiez plus. Vous avez eu des infirmiers qui ont été réquisitionnés. On leur a demandé d'être responsables. Ils ne peuvent plus faire leur boulot. Ils demandent simplement des moyens pour traiter et soigner correctement les gens. Tout comme le numerus clausus, c'était une erreur et qu'on demande plus de médecins. La réponse, elle est parce qu'on n'a pas le choix. Ça commence à se voir qu'on est en train de casser les services publics et les services qu'on avait mis en place dans ce welfare state qui était la promesse des 30 Glorieuses. Aujourd'hui, tout ça est détricoté, ça coûte trop cher. On n'a plus d'argent. Il y en a de l'argent. C'est-à-dire qu'on ne va pas le chercher. On a fait beaucoup de cadeaux fiscaux, que ce soit le 6 ou quoi que ce soit. On utilise la compétition fiscale en Europe. On fait en sorte qu'il n'y ait plus d'argent dans les caisses de l'État. Or, il y en a. Si on va chercher l'argent de l'évasion fiscale, c'est beaucoup plus que 70 millions qu'on donnera à l'hôpital public. Oui. Alors, Jean-Sébastien Ferjou et Gabriel. Non mais on est tous plein de contradictions. Enfin, le débat public français est plein de contradictions. On veut en même temps des baisses d'impôts, mais on veut sur toutes les causes, pas seulement pour l'hôpital, pour toutes les causes qui se présentent les unes après les autres et qui sont toutes aussi justifiées les unes que les autres. Souvent, les enseignants, c'est le cas. Le personnel pénitentiaire qui est confronté à des circonstances extrêmement difficiles, c'est le cas. Les policiers, c'est le cas. Le sujet, c'est à un moment, il faut quand même assumer aussi des arbitrages politiques. Et ces arbitrages politiques, ils sont peu faits, mais ils sont aussi peu faits parce que les citoyens ont des demandes contradictoires. Moi, je veux bien qu'on nous explique qu'il faut, comme Édouard Philippe le dit maintenant, interdire l'élimination des invendus. Mais enfin, on achète demain moins de choses, moins de vêtements, moins de frigos, moins de tout ce que vous voulez. Et la TVA sur ces produits-là et la richesse créée par la production, elle ira où? C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté casser l'économie et de l'autre vouloir plus d'argent pour tout. Parce que l'argent, il tombe quand même pas du ciel. Donc cette réalité-là, de base, on l'oublie souvent. Et bien souvent, le manque de courage politique, il n'est pas sur les décisions financières, il est sur l'organisation. Pourquoi l'hôpital est dans cet état-là? Parce qu'à l'hôpital, il y a aussi beaucoup de gens qui ne travaillent pas tant que ça. Mais je ne parle pas là du personnel soignant. Le ratio de personnel administratif par rapport au personnel soignant s'est complètement décalé par rapport à ce qui était il y a 50 ans. Il y avait plus de médecins et moins de directeurs quelconques gérant un service ou un autre. Et on n'a jamais le courage. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui sont justement parfois le vice du syndicalisme à la française, c'est que ceux qui ont des positions acquises les défendent bien souvent en se disant de toute façon le médecin à côté ou l'infirmière ou le professeur, celui qui continuera ou le policier qui continuera à exercer ses missions quoi qu'il en soit parce qu'il a le sens de son métier ou que tout simplement il n'a pas le choix, il continuera à le faire. Et d'autres à côté vivent dans des secteurs totalement protégés à qui le courage politique manque pour qu'on leur demande des comptes. Effectivement, il y a moult raisons. La médecine libérale qui a été cassée, la gestion de technocrates aussi qui a été faite très financière des hôpitaux. Voilà. Mais pardon, je vais être inconvenante, mais je vais dire ce que pensent beaucoup de gens, c'est qu'ils se disent, dans une famille, qu'on ne peut plus s'occuper de ses enfants, pourquoi on accueille les autres? On doit s'occuper prioritairement de ses enfants. Et donc beaucoup de gens se disent, mais pourquoi on continue à accueillir autant d'immigration? Pourquoi il y a l'AME? Pourquoi, si les urgences, c'est très bien dans un pays où tout le monde est bien soigné et où rien n'implose, mais sinon... Alors, les gens n'ont pas le droit de le dire parce que sinon on leur dit, vous n'êtes pas gentil, vous n'êtes pas généreux, c'est pas bien. Mais oui, mais là, on voit bien que ça explose, donc il faut leur laisser le droit de le dire et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire. Alors, un dernier mot. Toute chose. Voilà, moi je trouve dommage qu'on en arrive à mettre un ministre au pied du mur, de faire le forcing comme ça pour obtenir des choses. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait revoir les choses différemment, être plus dans une concertation et de quelque chose de beaucoup plus soutenu, de plus intelligent dans la méthode certainement. Peu importe le résultat. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est une société où tout le monde veut sa part du gâteau, tout le monde revendique quelque chose, tout le monde veut tout et le veut tout de suite. Et c'est là que ça va être compliqué justement à régler la crise. Parce que la crise, pour moi, elle est au-delà des gilets jaunes, elle est beaucoup plus profonde et elle va durer beaucoup plus dans le temps. Merci à tous les 5 d'avoir participé à ce punchline ce soir sur CNews. Dans un instant, eh bien, je pense que c'est le 20h foot avec l'ami Julien Pasquier. Il va peut-être nous parler du retour de Leonardo au PSG. Belle soirée sur CNews.